Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Dès que j'ai pris connaissance de cette remarque de Malika Oufkir, qu'on ne saurait soupçonner de complaisance envers le roi Hassan II, l'idée de rédiger ce livre s'est imposée à moi avec insistance. La remarque de Malika Oufkir est formulée ainsi. Sur l'autoroute qui l'impressionne, Malika s'avoue ce que les enfants les plus âgés ressentent depuis qu'ils regardent la télévision nationale. Non seulement le roi a échappé au coup d'État, mais en plus, il a réussi, en a tiré des conclusions qui ont permis au Maroc d'avancer, de se moderniser. Si, après avoir lu et relu ce passage, j'avais eu ne serait-ce que quelques hésitations et doutes sur le projet de livre, ceci aurait été définitivement balayé par L'. Opinion émise sur le roi Hassan II par son ami, le comte Alexandre de Maranche, 1921-1995, chef du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, SDCE, en France, de 1970 à 1981. Je connais le souverain chérifien depuis plus de 35 ans. Amateur de la vie sous toutes ses formes, celui-ci est devenu un stratège doué d'une des intelligences les plus brillantes qu'il m'ait été donné de rencontrer, d'une mémoire prodigieuse, du troisième œil, celui de l'extrême sensibilité et de la haute perception, et l'un des rares hommes d'État de notre époque. À la suite des circonstances et des coups durs, il a acquis une compréhension, une vision des affaires mondiales qui mériterait des moyens financiers supérieurs à ceux du Maroc. Si le roi Hassan II, qui parmi ses différentes fonctions est l'un des deux gardiens du détroit de Gibraltar, possédait une fraction du pétrole du Golfe, la face du monde changerait. Il a tout compris. Il saisit aussi bien les problèmes globaux que les questions qui intéressent la zone méditerranéenne, le Proche-Orient et le Moyen-Orient, entre autres. Il est de nos jours l'un des meilleurs orateurs de la langue française. Il perçoit les problèmes de l'Occident. Il a une connaissance de la politique intérieure française extrêmement rare, même chez des Français spécialisés. Ces observations sont faites par deux personnalités qui n'appartiennent pas au même bord politique à l'égard du roi Hassan II, et qui n'avaient pas du tout la même opinion et la même amitié pour le roi, même si dans son enfance, Malika Oufkir, du fait des fonctions officielles de son père, le général Mohamed Oufkir, avait côtoyé la cour du souverain marocain. Or, les deux opinions se rejoignent sur un point essentiel. La reconnaissance de l'intelligence politique d'un roi qui n'a pas été épargné par les événements tragiques, mais qui est arrivé à faire du Maroc un pays très respecté sur la scène internationale, un pays résolument engagé dans un vrai processus de modernisation et de développement économique et social. Dès lors, il y a lieu de se demander si le roi Hassan II, qui a été à la tête du Maroc du 26 février 1961, date du décès de Mohamed V, le 3 mars 1961 étant celle du premier discours du trône, alors que le roi Hassan II avait déjà pris ses fonctions de chef d'État au moment même de la mort de son père, au 23 juillet 1999, ne mérite-t-il pas mieux que les grilles de lecture privilégiant soit le pamphlet, soit la géographie, sans recherche un vrai juste milieu, un concept coranique qu'affectionnait le roi Hassan II justement ? Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Coran 2, la page 143. Autrement dit, n'est-il pas possible de faire état uniquement de ce qui est positif dans le bilan du règne de 38 ans du roi Hassan II, sans faire le travail des hagiographes et des thuriféraires, ni celui des pamphlétaires, limitant le propos à ce que le Maroc doit au roi Hassan II ? Cette démarche est d'autant plus importante que la remarque faite par Malika Oufkir a le mérite de nous apprendre qu'on peut ne pas être d'accord avec toute la politique du roi Hassan II, ou avec certains aspects de celle-ci, et reconnaître qu'en elle, il y a de nombreux éléments positifs, ceux dont on se sert pour établir un bilan positif, ou un bilan équilibré sur un règne exceptionnel du fait de sa durée et de son éclat particulier, un règne qui est étalé de 1961 à 1999. Il ne s'agit pas d'examiner l'œuvre du roi Hassan II avec des lunettes roses d'admirateur dont la religion est faite depuis très longtemps, ni avec celles noires de l'observateur riche d'idées reçues et des miroirs déformants, ou avec celle sans verre ni couleur sincère, de l'acteur politique incapable de voir le Makhzen ou Makhzen, l'appareil d'État au Maroc, de l'extérieur. Sur ce chapitre particulier, le Maroc est bien nanti,
grâce notamment à la communication gouvernementale sous la houlette de Driss Basri, qui a été secrétaire d'État à l'Intérieur du 25 avril 1974 au 27 mars 1979, et tout-puissant ministre de l'Intérieur du 27 mars 1979 à son limogeage par le roi Mohamed VI le 9 novembre 1999, après avoir été en même temps ministre d'État à l'Intérieur et à l'Information du 11 avril 1985 au 27 février 1995. En réalité, chacun est libre d'apprécier le travail et les méthodes de Driss Basri à sa façon et selon ses convictions propres. Cependant, celui qu'on qualifia de grand vizir lors du règne du roi Hassan II avait été l'initiateur de nombreux projets éditoriaux destinés à expliquer et valoriser la personne, la stature et l'œuvre du roi Hassan II, associant le témoignage de personnalités marocaines à celui de personnalités étrangères françaises pour la plupart. La communication politique en question inclut l'œuvre du roi Hassan II dans un domaine qui lui était cher, le constitutionnalisme, étant noté que juriste de formation, le roi Hassan II avait une prédilection pour le droit constitutionnel et s'entourait de grands juristes marocains et français, qui lui étaient d'une très grande utilité. Après le roi Hassan II et son ministre Driss Basri, d'autres initiatives sont prises en France par des personnalités françaises, et portent sur le Maroc du roi Mohamed VI, étant entendu que la démarche reste la même, celle qui consiste à donner du Maroc la meilleure image qui soit, loin de celle qui peut être véhiculée par les pamphlets publiés ici et là de temps à autre, souvent dans le but de nuire. Les ouvrages favorables au Maroc sont publiés par des personnalités qui ne cherchent pas à cacher leur amitié et leur sympathie pour ce pays qui fait un excellent travail de communication politique et qui a su s'attirer l'admiration sincère de certaines personnalités étrangères. Ceci prouve au moins un fait avéré. Le Maroc fait tout pour assurer la maîtrise parfaite de sa communication politique, car dans ses ouvrages, on relève plusieurs contributions qui facilitent la connaissance du pays par une présentation plus positive de ses institutions publiques et de ses acteurs politiques, dont le roi lui-même est son œuvre. Ces contributions relèvent souvent de la logique et des nécessités du marketing politique et d'opérations de relations publiques et d'un travail scientifique, puisqu'en aucune façon, la géographie n'occulte la science. De surcroît, au-delà des superlatifs laudateurs, force est de constater l'utilité scientifique de tels ouvrages, qui fourmillent d'informations souvent inédites et toujours très utiles pour saisir la personnalité tout à fait exceptionnelle du roi Hassan II et de son œuvre. À travers ces ouvrages, on apprend beaucoup sur le fonctionnement spécifique des institutions politiques marocaines sous le roi Mohamed VI aussi après son intronisation, le 23 juillet 1999. De ce fait, notre propos ne peut qu'être simple et modeste. Faire la part des choses, reconnaître que dans tout bilan, il y a un actif et un passif, et ne retenir du long règne du roi Hassan II que ce qui est positif, sans parti pris hagiographique ou pamphlétaire. Mais comment écrire un livre sur l'œuvre du roi Hassan II, quand des plumes plus autorisées l'ont déjà fait? Comment peut-on écrire un livre sur le roi Hassan II quand le sujet semble déjà épuisé, du moins en apparence? Conscient des implications de ces deux questions, je ne peux que proposer un simple regard fondé sur la nouveauté au sujet de l'œuvre d'un roi qui a été au pouvoir du 26 février 1961 au 23 juillet 1999. C'est le regard posé sur l'œuvre du roi Hassan II par un simple Comorien qui a vécu au Maroc de septembre 1986 à mars 2005, d'abord en tant qu'étudiant à l'École nationale d'administration publique, ENAP, à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et à l'École nationale d'administration, ENA, l'ancienne ENAP de Rabat, et par la suite salarié dans une entreprise française de communication. Je pose sur le royaume du Maroc et sur l'œuvre du roi Hassan II le regard d'un observateur très curieux, désireux de comprendre les ressorts intimes de la société marocaine, sans arrière-pensée, ni idée préconçue, ni parti pris, et surtout, qui a vu le Maroc se transformer quotidiennement et durablement sous ses yeux, qui a vu les bidonvilles devenir de quartiers résidentiels, des ceintures de misère reculer et disparaître sous l'effet de la politique menée par le Magzen, des universités, instituts supérieurs et grandes écoles pousser, des routes et des immeubles apparaître, des institutions nouvelles faire leur apparition, une ouverture politique s'opérer en février et mars 1998, toute action qui ont pour but, soit le soutien du développement administratif et socio-économique,
soit pour consolider les fondements de l'état de droit et de la démocratie, dans un pays qui a besoin de cette évolution de manière impérieuse. La mutation observée au Maroc, sous le roi Hassan II et par la suite sous le roi Mohamed VI, se fait avec rapidité sur certains sujets, mais parfois avec lenteur, au rythme du Maroc, quand il s'agit de sujets qui touchent les ressorts intimes de la société marocaine, ce pays ayant un dessein qui se résume par la recherche d'un équilibre très difficile entre la tradition et la modernité, celui d'une modernité à la lumière d'une tradition plusieurs fois séculaire. Cet équilibre est rendu nécessaire par le souci d'éviter la sclérose, d'une part, et celui de réussir une modernisation maîtrisée, loin de l'exemple donné naguère par l'Iran du Shah Mohammad Reza Pahlavi, cet Iran qui fit son entrée dans une modernité à la lumière de l'Occident, à pas forcés, avant de plonger dans un obscurantisme et dans un passéisme qui font peur aux Iraniens eux-mêmes, suscitant la réprobation de larges pans de la société de ce pays millénaire. Entre l'entrée dans la modernité et le maintien de la tradition, il y a une synthèse, et le roi Hassan II a fort réussi celle-ci car il l'a conçue et appliquée à un rythme qui convient au peuple marocain, loin de toute précipitation, loin de toute improvisation. La réussite de cette synthèse est une nécessité imposée par la dualité d'une société vivant dans un même espace et en même temps dans un Maroc sous forme de deux Marocs, celui des modernistes ou progressistes, et celui des traditionalistes, qu'on qualifie aussi de conservateurs. De fait, le roi Hassan II avait compris que tout projet d'envergure devant être réalisé au Maroc, devait forcément respecter cette dualité, cette dichotomie irréductible. Il savait procéder aux dosages les plus subtils et par les dosages les plus sensibles, pour créer toutes les conditions d'une vraie harmonie dans un pays attiré irrésistiblement par une modernité qui devait tenir compte de l'ancrage dans une tradition très tenace, dont le non-respect donne souvent l'occasion à certains de crier au sacrilège. Comme déjà souligné, le règne du roi Hassan II s'est étalé du 26 février 1961 au 23 juillet 1999. Mais, le roi Hassan II n'a pas attendu le 3 mars 1961 pour devenir un acteur politique majeur et donner la mesure d'un talent politique dont même les opposants les plus irréductibles devaient reconnaître par la suite la profondeur et la réalité. En effet, si de nombreux événements ont forgé la personnalité politique du roi Hassan II, force est de noter que l'un d'entre eux a joué un rôle prépondérant et positif au cours des années d'apprentissage, la conférence des apostrophes, ANFA, Casablanca, du 14 au 24 janvier 1943, à laquelle participaient le sultan Mohamed Ben Youssef, futur roi Mohamed V et le prince Moulay Hassan, futur roi Hassan II, mais aussi le président Franklin Delano Roosevelt, des États-Unis, le Premier ministre Winston Churchill Grande-Bretagne, les généraux Charles de Gaulle et Henri-Honoré Giraud France, le général Dwight D. Eisenhower, etc. En d'autres termes, à 14 ans, le prince Moulay Hassan rencontrait déjà certains des plus grands dirigeants du monde de l'époque, cas de Franklin Delano Roosevelt et de Winston Churchill, et du monde à venir, Charles de Gaulle et Dwight D. Eisenhower. D'ailleurs, un demi-siècle plus tard, à la question « Adolescent, quel a été votre premier souvenir de politique étrangère ?» Question que lui posait Éric Laurent, il répondit « Sans aucun doute, la rencontre d'enfants en 1943. J'avais 14 ans. C'était un vendredi après-midi de janvier. Déjà, en 1976, le roi Hassan II avait écrit sur la rencontre d'Anfa. Le 22 janvier 1943, le président des États-Unis nous convia à un dîner qu'il avait organisé en l'honneur de mon père. Ce dîner eut lieu à Anfa, près de Casablanca, à l'endroit même où quelques jours auparavant, le président Roosevelt avait déclaré que la guerre se poursuivrait, je cite, « Until the unconditional surrender of the Axis powers ». Cette rencontre d'Anfa est d'autant plus importante pour le Maroc que le roi Hassan II considère que c'est après l'entrevue d'Anfa et à la suite des promesses qui lui furent faites, que mon père engagea résolument le peuple marocain sur le chemin de l'indépendance. Le futur roi Hassan II ne pouvait espérer meilleure initiation aux affaires du monde, lui qui, durant son règne, avait manifesté un grand intérêt pour tout ce qui touche les relations internationales. Abdellatif Filali, qui avait collaboré avec lui dès l'accession du Maroc à l'indépendance en 1956 et qui a été notamment son ministre des Affaires étrangères et de la coopération et son premier ministre,
et même les deux en même temps du 4 juin 1994 au 13 mars 1998, une période charnière, dit de lui. Le connaissant bien, je peux dire que sa principale passion fut la politique extérieure. Malgré les réserves de certains chefs d'État, arabes et non-arabes, il a imposé le Maroc sur la scène internationale. Cela étant, après avoir connu et vécu la Seconde Guerre mondiale, la montée du panarabisme, le second souffle du nationalisme au Maroc et dans les autres pays arabes, la décolonisation, l'affirmation du tiers-monde dans les relations internationales, la guerre froide, un voisinage tumultueux avec l'Algérie et l'Espagne, l'agitation d'une classe politique intelligente, active et débordant d'idées politiques et de projets socio-économiques, deux tentatives de coup d'État, respectivement le 10 juillet 1971 et le 16 août 1972, les grandes retrouvailles de la classe politique marocaine avec le Maghreb autour de la récupération du Sahara en 1975, le roi Hassan II allait continuer à vivre dans un monde en pleine mutation et convulsion, celle-ci étant surtout due à la montée d'un islamisme suscitant de la violence aveugle, aux nouvelles menaces et à la grande mutation qu'a été le passage d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, un monde dans lequel une seule puissance, les États-Unis, est en mesure de régenter un monde confronté à de nouveaux défis, dont le plus important, la mondialisation, ne constitue pas une nouveauté dans ses fondements, mais dans son ampleur actuelle et dans ses conséquences pour le monde entier. Cela signifie que le parcours du roi Hassan II est jalonné d'évolutions que le souverain a toujours su gérer, pour mieux s'adapter. Moulay Hassan observera les événements au cours de ses années d'apprentissage, et même de la grande tragédie qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Il saura en tirer des leçons qui lui permettront par la suite d'éviter des drames ou d'en juguler les effets les plus nocifs autant que faire se peut. En même temps, il est difficile de comprendre l'œuvre d'un grand homme d'État si on ne connaît pas sa personnalité. D'où la nécessité de répondre à la question : qui était exactement le roi Hassan II ? Pour aller à l'essentiel, nous retiendrons que le prince Moulay Hassan est né le 9 juillet 1929. Il est l'un des 7 enfants de Sidi Mohamed Ben Youssef, sultan du Maroc de 1926 à 1957 et roi de 1957 à sa mort, le 26 février 1961. Il est né à Rabat, le 9 juillet 1929, donc avant son frère Moulay Abdallah, 30 juillet 1935 au 23 décembre 1983, et cela explique son titre de prince héritier et son accession au trône alawite après la mort de son père. Très tôt, il s'initie à la vie politique, devenant l'un des acteurs majeurs de celle-ci. Rapidement, l'école du nationalisme devenait une voie naturelle pour lui qui dira plus tard, en évoquant Mehdi Ben Barka, « Je lui dois, ainsi qu'à Mohamed El Fassi, d'être devenu un véritable drogué de la lutte de libération. » Vous savez, dans le secondaire, les liens humains entre un professeur et son élève se tissent très vite. Chez nous, tous les Marocains vous le confirmeront, les 2 personnes les plus vénérées sont celles qui soignent et celles qui enseignent, le médecin et le professeur. En ces années de résistance, il apprend et agit en tant que membre de la famille royale, mais aussi en tant que Marocain souhaitant la décolonisation de son pays. Quand son père sera destitué en 1953 par le pacha de Marrakech, Tami El Glaoui, agent du protectorat français, il sera aux côtés du sultan au cours de l'exil de la famille royale, d'abord en Corse, puis à Madagascar, et cela jusqu'en 1955. Dès cette période charnière, il est au centre de toutes les négociations qui aboutissent à la proclamation de l'indépendance du Maroc le 18 novembre 1955. L'implication du prince héritier Moulay Hassan dans la gestion des affaires étatiques est d'autant plus réelle que c'est à lui que le roi Mohamed V confia la lourde tâche de créer les forces armées royales, phares, dans un contexte politique et diplomatique, installation militaire française et états-unienne au Maroc, guerre de l'Algérie, etc., et militaire difficile à gérer parce qu'il fallait reprendre en main Armée de libération marocaine, ALM, en tenant compte de ses divisions et de ses sensibilités, en créant une matrice commune en matière de défense, là où il n'y avait que division et esprit de division, dans le difficile contexte de la guerre froide. En dépit des efforts d'apaisement du sultan Mohamed V, et quel que fût le prestige du shérif, il ne suffisait pas pour amener l'ALM à déposer les armes à son appel. Tout au contraire,
les troupes dissidentes étendirent leur contrôle dans le Moyen Atlas et jusque dans la région de Marrakech-Telouet du Haut Atlas et multiplièrent les attaques contre les postes français. Leur loyalisme, qui ignorait les concessions et les lenteurs diplomatiques ainsi que les intrigues des partis, se doublait d'un nationalisme intransigeant. Que signifiait une indépendance qui laissait se perpétuer l'occupation du pays par une armée étrangère ? Surtout, l'ALM liait la cause des combattants marocains à celle des combattants algériens de la foi, Moudjahidine. La présence au Maroc de bases militaires étrangères représentait, au lendemain de l'accession du pays à l'indépendance, l'un des enjeux majeurs de la diplomatie marocaine, à un moment où le leader politique marocain Mehdi Ben Barka disait que la proclamation de l'indépendance, qui est un fait uniquement politique, sinon juridique, ne peut changer les structures fondamentales du pays anciennement colonisé. L'indépendance est la condition, la promesse d'une libération, elle n'est pas la libération elle-même, et toute indépendance qui se contente de reconduire sous des étiquettes nouvelles les caractéristiques de la domination coloniale ne saurait être que leurre et tromperie. C'est à partir de ces considérations qu'il faut analyser les problèmes de la présence des bases et des forces militaires étrangères, et des tentatives de nous faire participer à la guerre froide. Les forces militaires étrangères d'occupation, loin d'être un facteur de stabilité, constituent une menace constante pour l'existence même des jeunes États souverains. De plus, elles utilisent les territoires libérés comme base d'agression pour soutenir la guerre coloniale chez les peuples voisins. De fait, dans un contexte politique, militaire et diplomatique difficile, le prince Moulay Hassan réussit la gageure de créer les phares. La situation, nous ne le soulignerons jamais assez, était complexe, et plus tard, le roi Hassan II pourra affirmer à juste titre que depuis 1912, il n'y avait plus d'armée marocaine. Nos officiers, sous-officiers et soldats étaient incorporés dans des formations françaises ou espagnoles. Mohamed V se trouvait devant le même problème que notre illustre ancêtre Moulay Ismaïl, 1672 à 1727, restaurateur de la force armée marocaine et libérateur du territoire. J'avais fait en conscience mon métier de prince héritier et en 1949, servi comme officier de marine, d'abord sur la Jeanne d'Arc, portant l'insigne de l'armée chérifienne cousu sur mon uniforme. Surtout, j'avais grandi dans un monde en guerre et les techniques nouvelles qui bouleversaient à la fois stratégie et tactique, m'avaient passionné. Le roi, qui désirait que l'armée s'identifiât à la nation, me désigna pour en être le créateur, l'organisateur et le chef. Le prince Moulay Hassan a donc été à la fois le créateur et le premier chef des phares. Il faut insister sur cette œuvre car elle constitue une institution de première importance dans le Maroc indépendant, comme nous le verrons par la suite. C'est aussi l'une des plus belles réussites du prince héritier Moulay Hassan et du roi Hassan II. Dans un environnement régional hostile, les phares joueront leur rôle de protection et de défense de la patrie marocaine. Le 9 juillet 1957, Moulay Hassan est nommé prince héritier. Il va sans dire que cette désignation mit définitivement fin aux incertitudes qui avaient été constatées lors de certaines successions à la tête de l'empire chérifien. La désignation du prince héritier et la constitutionnalisation de toutes les règles de succession permettent au Maroc de consolider ses institutions et de mettre à l'abri la première d'entre elles, la monarchie. Dès lors, plus personne ne peut s'ériger en prétendant au trône puisque des règles précises déterminent les conditions d'accession au pouvoir. Par ailleurs, depuis l'accession du Maroc à l'indépendance en 1956, deux grands problèmes se posent. La place et le rôle de la Constitution au Maroc et l'évolution du Maroc en monarchie constitutionnelle. En effet, dès 1956, le Maroc se pose la question de savoir comment il pouvait accéder à la modernité s'il ne se dotait pas d'une constitution écrite. Mais la multitude de questions qui se posent à ce sujet ne pourront trouver une bonne réponse qu'après l'intronisation du roi Hassan II, compte tenu du climat politique très agité de l'époque. Le roi Hassan II est non seulement le père de la première constitution marocaine, mais est également le pionnier du mouvement constitutionnel de son pays. Cette première constitution a été adoptée par voie référendaire le 7 décembre 1962. Elle sera suivie, toujours lors du règne du roi Hassan II, de la constitution du 20 mars 1970, du 15 mars 1972, du 4 septembre 1992, du 15 septembre 1995 et du 13 septembre 1996. Sous le roi Mohamed VI,
sera adoptée la Constitution du 1er juillet 2011, d'un grand intérêt aussi. Cela signifie que l'évolution constitutionnelle sous le roi Hassan II fut graduelle et pragmatique. L'espace de l'état de droit et de la démocratie a connu un élargissement progressif et à un rythme calculé. L'adoption de chaque texte constitutionnel correspond toujours à une nouvelle nécessité institutionnelle et politique qu'il fallait soutenir, par approfondissement et consécration de nature constitutionnelle. Or, en matière constitutionnelle, le roi Hassan II avait été partisan de la politique des petits pas, comme l'était Henry Kissinger en matière diplomatique. Il pesait et dosait tout, procédait toujours à ces fameux dosages subtils. Après le lancement du constitutionnalisme marocain, le roi Hassan II était revenu à une institution qu'il connaissait bien puisqu'il s'agissait de son œuvre, l'une de ses œuvres majeures, l'armée, une armée qui était devenue putschiste, comme elle le démontra dramatiquement en essayant de renverser le roi, le 10 juillet 1971, au palais royal de Skhirat, au sud de Rabat, et le 16 août 1972, le général Mohamed Oufkir, ministre de la Défense, avait essayé de faire abattre l'avion du roi Hassan II, de la verticale de Tétouan à celle de Salé, soit 2 tentatives de régicide en 1 année et 1 mois. Ces 2 tentatives de coup d'État avaient été faites par certains des officiers supérieurs marocains et devaient être prises en considération. Avant même la tentative de putsch du 16 août 1972, le roi Hassan II avait eu le courage de reconnaître qu'il y avait un profond malaise au sein de la société et de l'armée marocaine, et qu'il fallait faire l'aggiornamento, le mea culpa. Cela étant, le 13 juillet 1971, le roi Hassan II fit une de ses déclarations les plus intéressantes et les plus profondes, lors d'un entretien qu'il avait accordé à Jean Mauriac, AFP. Je ne changerai pas de politique, mais bien sûr je vais changer quelque chose dans la façon de gouverner mon pays, à commencer par moi-même. Il est certain que ces événements ne sont pas des événements spontanés. Ils ne sont que la stratification, d'une part, d'un certain nombre de conjonctures, et d'autre part d'un certain nombre d'erreurs d'appréciation. Dans cette part d'erreurs figurent les miennes. Vous en dire la nature et le volume est à mon avis prématuré, car tout cela nécessite une introspection extrêmement scientifique. Après ces 2 tentatives de coup d'État, le roi Hassan II avait eu 2 réactions principales. D'une part, la reprise en main et la dépolitisation des phares par l'approfondissement du civisme, une dépolitisation par une subtile politisation et d'autre part, la réconciliation avec la classe politique sur l'unité sacrée qu'il créa autour de l'affaire du Sahara. Jean Gagnage signale qu'au lendemain de la tentative de putsch du 16 août 1972, l'armée marocaine est décapitée. Depuis l'affaire de Skhirat, elle avait perdu 10 généraux sur 14 et près de la moitié de ses colonels. À gauche, grande était la satisfaction, car Oufkir était la bête noire de l'UNFP depuis la disparition de Ben Barka. Mais on n'en rejetait pas moins les offres du palais de constituer un gouvernement d'union nationale, et Hassan II devait confier la présidence du ministère à son beau-frère, Ahmed Osman. Le pouvoir royal paraissait ébranlé. Au printemps de 1973, une tentative d'insurrection fomentée par le mouvement du 23 mars entraînait des arrestations massives, suivies de condamnations sévères. Jamais la situation du roi n'avait paru aussi précaire. Sous la menace des complots, il se voyait acculé à une politique répressive avec le soutien ambigu d'une armée dont il n'était plus sûr. C'est alors qu'une diversion opportune, une crise saharienne savamment exploitée qui, par un renversement spectaculaire, allait faire pour un temps du roi Hassan II l'idole de la nation. La récupération du Sahara alors espagnol, quand le dictateur espagnol Francisco Franco 1892 à 1975 était moribond, était l'une des plus grandes réalisations politiques du roi Hassan II. En effet,
Alors que la récupération du Sahara est faite le 6 novembre 1975, suite à la Marche verte, lancée par le roi Hassan II, Francisco Franco est mort le 20 novembre 1975. L'Espagne était en pleine transition politique, une transition très difficile et incertaine. Sur le plan politique, la réussite de la Marche verte précéda la détente avec les formations partisanes. Dès lors, l'événement le plus important a été la constitution d'un gouvernement toujours dirigé par Ahmed Osman et ouvert à l'opposition. Dans ce gouvernement formé le 10 octobre 1977, on retrouve des personnalités se réclamant de l'opposition. Les membres de l'Istiklal ont été les plus nombreux, y compris le secrétaire général de ce vieux parti politique nationaliste et conservateur, créé le 10 décembre 1943, Mohamed Boussetta, nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et numéro 2 du gouvernement. Cette ouverture politique était consécutive aux élections législatives du 3 juin 1977, remportées à 45% par les indépendants, qui ont ainsi obtenu 141 des 264 sièges du Parlement, pendant que d'autres partis proches du Palais Royal, dont le Mouvement populaire, MP, de Majoubi à Erdan, remportaient 51 sièges contre 49 pour le parti de l'Istiklal. Les partis de gauche se contentaient de 23 sièges, et Ali Yatta, leader du Parti du Progrès et du Socialisme, PPS, l'ex-parti communiste, naguère interdit pour son matérialisme incompatible avec l'islam, faisait une entrée remarquée au Parlement marocain. En 1994, le roi Hassan II voulait procéder à une nouvelle ouverture politique, qui allait inclure les partis de la Koutla démocratique, qui comprend des partis de gauche et l'Istiklal. Signalons que la Koutla a été créée le 26 mai 1970 par l'Union nationale des forces populaires, UNFP, et l'Istiklal, contre la Constitution du 24 juillet 1970 et contre les élections législatives des 21 et 28 août 1970. Par la suite, le Parti du Progrès et du Socialisme, PPS, et même l'Organisation de l'Action démocratique populaire, OADP, en sont devenus membres. En juillet 1994, le roi Hassan II reçoit à 2 reprises la Koutla, en vue de la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Le 16 octobre 1994, il a même accepté l'idée de placer à la tête de ce gouvernement un des chefs de l'opposition. Mais les négociations tournèrent court car la Koutla exigeait fermement le départ de Driss Basri du ministère de l'Intérieur, et le roi Hassan II ne pouvait accepter pareille revendication. Finalement, l'alternance consensuelle ne put avoir lieu qu'en 1998. Il faudra signaler que les élections législatives du 14 novembre 1997 avaient placé l'USFP en tête, avec 57 sièges, soit 18% des suffrages et 20% des sièges. Il s'agissait ainsi d'une majorité toute relative, compte tenu de l'état d'éclatement du paysage politique du pays. Dans l'ensemble, la Koutla avait remporté 102 sièges, dont 32 pour le parti de l'Istiklal. Le 4 février 1998, date historique, Abderrahmane Youssoufi, ex-compagnon de Mehdi Ben Barka, secrétaire général de l'Union socialiste des forces populaires USFP, qui succéda à l'UNFP en 1975, est nommé Premier ministre par le roi Hassan II. Le 14 mars 1998, fut présenté le gouvernement alors dirigé par le même Abderrahmane Youssoufi, un gouvernement hétéroclite dans lequel siégeaient les socialistes de l'USFP et du Parti socialiste démocratique PSD, les anciens communistes du PPS, les centristes du Rassemblement national des indépendants RNI, des ruralistes du Mouvement national populaire MNP à tendance berbère de l'Amgar, patriarche, chef en Amazigh, Majoubi à Erdan et les nationalistes et conservateurs du vieux parti de l'Istiklal. L'extrême hétérogénéité de ce gouvernement poussera à une question sans réponse vraiment sincère et convaincante les journalistes Fatima Layadi et Nargis Réré. Comment imaginer que des partis politiques puissent aller aux élections avec des programmes différents et opposer leurs candidats les uns aux autres, tout en promettant à leur électorat que plus tard, quand on sera aux affaires, on aura le temps de tout faire converger ? En réalité, la réponse à la question repose sur la volonté du roi Hassan II qui, affaibli par la maladie, voulait réconcilier le Maroc avec lui-même, le Maghreb avec la classe politique du pays. C'était sans doute son dernier dessein politique. Il le réussit,
dans la mesure où, à sa mort, le 23 juillet 1999, 9 jours seulement après avoir été l'invité officiel de la France lors des cérémonies du 14 juillet, il a laissé derrière lui un Maroc apaisé, un Maroc aux antipodes de celui des années d'agitation qui ont suivi son accession à l'indépendance. En 1998, on avait parlé d'alternance consensuelle. Cette appellation ne doit rien au hasard. Au contraire, elle est due aux accords qui ont permis au Maroc de réaliser son apaisement, en incluant dans le gouvernement les partis de l'ancienne opposition, en plaçant à la tête de ce gouvernement le chef du parti majoritaire, mais il s'agissait de majorité relative. La méfiance qui avait marqué les relations entre le roi Hassan II et une partie de la classe politique marocaine avait cédé la place à une accalmie que ce pays n'avait jamais connue depuis son accession à l'indépendance. C'est une réussite. Il est vrai que le Maroc n'a pas échappé au printemps arabe, consécutif à l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid en Tunisie, en prélude à la chute de Zine El Abidine Ben Ali dans ce pays le 14 janvier 2011, au renversement de Mohamed Hosni Moubarak en Égypte le 11 février 2011, au renversement et à l'assassinat de Mouammar Kadhafi en Libye le 20 octobre 2011, et à la chute d'Ali Abdallah Saleh au Yémen, le 25 février 2012. Néanmoins, la contestation politique au Maroc n'est plus menée par les partis politiques traditionnels du pays, mais par les jeunes regroupés au sein du mouvement du 22-2011, né dans le sillage de ce printemps arabe. Au vu de ce qui précède, il serait nécessaire de présenter ce que le Maroc doit au roi Hassan II, sur la base des éléments d'analyse suivants, ce qui semble le mieux correspondre avec un bilan de son règne sur le Maroc de son accession au pouvoir le 26 février 1961 à sa mort, le 23 juillet 1999. Engagement du mouvement constitutionnel et transformation du Maroc en monarchie constitutionnelle. Chapitre 1. Lancement des grands chantiers de développement économique et social. Chapitre 2. Dépolitisation de l'armée et consolidation du système de défense du Maroc. Chapitre 3. Réconciliation du Maroc autour d'un grand projet national, le Sahara. Chapitre 4. Une politique étrangère audacieuse et une place de choix du Maroc sur la scène internationale. Chapitre 5. Réelle politique et intérêt national. Association de l'opposition au pouvoir et apaisement politique du Maroc, VI. Les 6 chapitres ainsi annoncés permettront de mieux cerner l'intelligence politique, la vision stratégique du roi Hassan II mais également l'action résolument volontariste qu'il mena en faveur du Maroc à l'intérieur de ses frontières nationales et sur la scène internationale de 1961 à 1999. Chapitre 1. Engagement du mouvement constitutionnel et avènement de la monarchie constitutionnelle au Maroc. Écrite ou coutumière, souple ou rigide, la Constitution est la norme suprême de tout État qui cherche à s'ancrer dans la modernité, la démocratie et l'État de droit. Elle est sa Magna Carta, sa grande charte, sa loi fondamentale. Elle est conçue pour être le label et le vecteur de l'État de droit et de la démocratie, à condition qu'elle édicte des normes instituant et protégeant les droits des citoyens et les libertés fondamentales, et surtout si elle fait l'objet d'une application sincère et appropriée, sans manipulation, ni violation, ni tripatouillage pour convenance personnelle, comme cela se passe dans nombre de pays du tiers-monde. Par définition, la Constitution est 1 au sens matériel, ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'État, unitaire ou fédéral, la dévolution et l'exercice du pouvoir. 2 au sens formel, document relatif aux institutions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire, exemple, Assemblée constituante, majorité qualifiée. Ce formalisme, que traduit l'expression de constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de droit. Par opposition, une constitution est dite souple qu'en ne se distinguant pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu'elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut être modifiée par elles. Pour mieux saisir la nécessité de la Constitution dans un pays comme le Maroc, il est indispensable de la lier à l'État de droit et à la démocratie car elle représente, ce mot magique et caractéristique de l'État de droit.
Son avènement représente un moment privilégié dans la vie d'un peuple, en ce sens qu'elle coïncide avec l'achèvement du processus de rationalisation et plus encore de nationalisation du pouvoir. Faut-il rappeler que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ? Article 16 de la Déclaration des droits de 1789. Si le roi Hassan II, qui était juriste de formation, a dû rompre avec les hésitations des années passées, avant comme après l'accession du Maroc à l'indépendance, c'est parce qu'il avait parfaitement compris la concomitance et la coïncidence entre l'État moderne et la Constitution. En d'autres termes, il est impossible d'envisager un État moderne sans Constitution, puisque cette dernière est devenue l'essence même de l'État. L'État étant une personne morale, ne peut par conséquent exister comme tel qu'en vertu d'un statut. Le statut de l'État, c'est sa Constitution. Sauf lorsque le pouvoir s'incarne entièrement dans un homme, tout État a donc une Constitution. Le sens et l'utilité de la Constitution étant ainsi fixés et définis, il sied de baser l'analyse de l'œuvre constitutionnelle du roi Hassan II sur 3 idées fondamentales. La dotation du Maroc d'une constitution de manière tout à fait démocratique, SI, la dotation du Maroc d'une constitution pour en faire un État de droit et une démocratie, S2, et l'initiation et lancement des apostrophes. Un constitutionnalisme réaliste, pragmatique, progressif, en tenant compte des réalités nouvelles du Maroc et des mutations profondes de la société marocaine, S3. SI, doter le Maroc d'une constitution de manière démocratique. Le roi Hassan II n'a jamais imposé la constitution au pays. Chaque fois qu'il sentait la nécessité d'adapter la norme constitutionnelle à la réalité et aux nécessités du moment, il prenait une initiative, qui n'a de sens que dans la mesure où elle est acceptée de manière démocratique et consciente par le peuple marocain, 2. 1. L'initiative royale. Au Maroc, en matière constitutionnelle, l'initiative appartient au roi car il est tout simplement impossible d'associer un peuple de 30 millions de personnes à la rédaction d'une constitution, le peuple ne pouvant être sollicité que dans la phase d'adoption définitive de la Constitution, puisqu'il doit être consulté par voie référendaire. En prenant l'initiative de proposer la Constitution au peuple marocain, le roi Hassan II voulait tirer les leçons des projets constitutionnels qui avaient avorté précédemment, et mettre fin aux hésitations constatées lors de ces diverses tentatives. Pour faire œuvre utile, et en s'appuyant sur l'expertise de grands constitutionnalistes français et marocains en qui il pouvait avoir confiance, il élabora la Constitution du 7 décembre 1962 et celles qui suivirent, enseignement des projets constitutionnels avortés et des hésitations du passé. La Constitution marocaine du 7 décembre 1962, adoptée sous l'égide du roi Hassan II, marque le début du mouvement constitutionnel au Maroc. Pourtant, elle n'est pas la première tentative faite pour doter ce pays d'une constitution, qui devait le faire entrer dans la modernité et dans la catégorie des véritables monarchies constitutionnelles, celles qui acceptent le primat de constitution et qui mettent fin à l'absolutisme royal. De ce fait, l'adoption de la Constitution du 7 décembre 1962 est l'aboutissement de nombreux efforts déployés en vue de doter le Maroc d'un texte devant réglementer les institutions et définir les droits et libertés fondamentales. En effet, dès le début du XXe siècle, le Maroc est conscient de l'utilité de se doter d'une constitution écrite. C'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle, en raison des pressions étrangères exercées sur le Maroc, le sultan Moulay Abdelaziz, au pouvoir de 1894 à 1908, recevait du Conseil des notables de nombreux mémoires, notamment sur l'attitude à adopter alors face aux États européens, toujours en compétition pour dominer le Maroc. Mais, l'idée a évolué pour aboutir à la revendication d'une constitution qui organise la vie de la nation, délimite les pouvoirs et permet aux citoyens de participer à la réflexion et à la gestion des affaires de la nation. Cette idée est née de la revendication de réformes politiques, économiques, sociales et de l'enseignement, puis a évolué lors de la beya du sultan Moulay Abdel Hafid. Déjà, à l'époque, l'utilité de doter le Maroc d'une constitution écrite, libérale et démocratique était d'autant plus ressentie que l'évolution progressive a abouti à la revendication d'une constitution pour le pays.
C'était à l'époque des sultans Moulay Abdelaziz et Moulay Abdel Hafid. Plusieurs projets de constitution ont été élaborés. Il y a eu le projet présenté par Haj Ali Zeniber, le projet d'Abdelkrim Mourad qui aurait été mis au point par une association marocaine composée d'un certain nombre de nationalistes qui suivaient de près l'évolution de la situation au Maroc et proposaient les réformes adéquates. Cette association pourrait être considérée comme un parti politique, sans qu'elle atteigne pour autant le niveau d'organisation propre aux partis politiques actuels. Parmi ces projets, le seul connu de nos jours est celui présenté au sultan Moulay Abdelaziz en 1908 et publié par le journal Lisan al-Maghrib, qui paraissait à Tanger. Cette constitution portait l'empreinte de son époque. Néanmoins, malgré le caractère révolutionnaire de ce projet, il n'a pas vu le jour. Les raisons qui expliquent cet échec sont nombreuses. Parmi elles, nous retiendrons en particulier les problèmes au sommet de l'État entre Moulay Abdelaziz et son frère Moulay Abdel Hafid, les pressions exercées par les puissances européennes sur le Maroc, le climat politique créé par les convoitises de ces puissances étrangères sur le Maroc et enfin, la conclusion du traité de Fès du 30 mars 1912 instaurant le protectorat français au Maroc. D'ailleurs, à dessein d'obliger le sultan Moulay Abdel Hafid à signer le traité de Fès, la France avait cerné son palais de 5000 soldats armés. Le projet de constitution du 11 octobre 1908 ne manquait pas d'intérêt. Pour nous en convaincre, il suffirait à peine d'évoquer ses principaux titres. Des sujets de l'État chérifien, de leurs droits et de leurs devoirs publics, du Conseil consultatif, du Conseil de la Nation, des finances publiques, du traitement des fonctionnaires, des protections et des écoles nationales. Le projet de constitution du 11 octobre 1908 était d'une réelle inspiration démocratique et avait subi des influences extérieures car le mouvement protestataire, qui cherchait son inspiration en Turquie, ne s'affirma pas seulement à Fès, notamment auprès des Kitani et des Mokri mais aussi à Tanger, Tétouan et Salé. Il servit de justification à la présentation au sultan d'un projet de constitution rédigé, le 11 octobre 1908, par une élite qui s'exprimait à Tanger dans l'hebdomadaire Lisan al-Maghreb. Les auteurs font état d'une beya spontanée accordée à Moulay Hafid, en qui ils placent tous leurs espoirs de réforme. Ils le mettent en garde contre les effets nocifs d'un mauvais entourage. Affirmant l'impossibilité pour un seul homme de tout diriger, il est indispensable que Sa Majesté comble son peuple des bienfaits d'une constitution et d'une Chambre des représentants, et qu'elle lui octroie les libertés d'action et de pensée. Les pays n'ont pris leur plein développement qu'une fois libres. Tel a été le cas du Japon qui, en 40 ans, est devenu une grande nation. Plus proche du Maroc, l'exemple de la révolution étonnante qui s'est produite en Turquie à la suite de l'octroi par Sa Majesté l'émir des croyants d'une constitution et de son ordre de réunir une assemblée de délégués. Puissions-nous imiter son exemple, œuvrer pour le bien de notre pays et redoubler d'efforts pour réformer sa situation. Le projet de constitution vaut mieux par ses tendances que par son élaboration. Il traduit un effort difficile, que n'avait pas connu la commission préparatoire des réformes en Tunisie, pour concilier une monarchie théocratique avec un régime représentatif. Le climat politique et diplomatique de l'époque explique l'échec du projet de constitution du 11 octobre 1908. En même temps, il serait réaliste de tenir compte d'un autre facteur qui n'a pas joué en faveur de l'adoption de ce texte juridique, son caractère résolument avant-gardiste. En effet, ce projet de constitution était nettement en avance sur son époque, aussi bien par ses origines que par son contenu. Ceci est d'autant plus vrai que le projet de constitution n'avait réservé aucun titre séparé au sultan. Le projet de constitution lui reconnaissait la qualité des imams des musulmans et de défenseurs de la religion, article 6, mais également le respect à sa personne parce qu'il est l'héritier de la baraka, article 7. L'article 8 est intéressant car il pose le principe de son infaillibilité et de son immunité. Le sultan n'est pas responsable des affaires de l'État, intérieures ou extérieures. Ce sont ses ministres qui le sont, devant lui. S'il fallait déceler une preuve de la démarche entamée par les élites pour limiter les pouvoirs du sultan, on peut la trouver à travers les termes de l'article 11 du projet de constitution. La monnaie est frappée et les discours sont prononcés au nom du sultan. Le sultan a le commandement suprême de l'armée, le pouvoir de déclarer la guerre et la paix,
de signer les conventions avec les États. Avec son approbation et sa signature, sont prises en considération les décisions du Conseil des ministres et du Conseil consultatif, sont nommés et révoqués les fonctionnaires de l'État, grands ou petits. Il a le pouvoir d'octroyer des décorations et des récompenses, de gracier les condamnés à mort, de changer les jugements ou de les adoucir. C'est lui qui représente la nation et l'État auprès des États étrangers. Comme c'est le seul article du projet constitutionnel qui détermine les prérogatives du sultan, on constate que ces dernières sont d'un nombre très limité. En dehors de son pouvoir de changer les jugements ou de les adoucir, une très grave atteinte à la séparation des pouvoirs, non instituée au Maroc à l'époque, les autres attributions sont celles qui sont généralement reconnues au chef d'État. Même le droit d'adoucir les jugements peut être normal dans certains cas, dans un régime politique démocratique, car le chef d'État dans les régimes politiques modernes dispose de ce pouvoir. Mais comme déjà souligné, cet important projet n'a pas vu le jour. Le Maghreb ne l'a pas soutenu, et ne l'a pas adopté. D'ailleurs en 1908, le pouvoir du sultan était très précaire. La situation interne du pays n'était pas apaisée. Il y avait de l'agitation partout. La guerre des deux sultans, Moulay Abdelaziz et Moulay Abdelhafid, n'était pas faite pour arranger les choses. En effet, les tensions politiques au sein de la famille impériale étaient préjudiciables à toute évolution vers un mouvement constitutionnel dans le contexte particulier de l'année 1908 et de la période qui a suivi. Après l'échec de ce projet destiné à doter le Maroc d'une constitution écrite et à faire de lui une monarchie constitutionnelle en 1908, la France imposa son protectorat au Maroc par le traité du 30 mars 1912. De toute manière, le protectorat, 1912 à 1956, n'était pas une période propice à une réelle évolution vers le constitutionnalisme au Maroc. Finalement, c'est le roi Mohamed V qui réussit la gageure de renouer avec le projet constitutionnel. Il le déclara dans un discours mémorable, un discours dénué de toute ambiguïté quant à sa volonté de faire du Maroc une démocratie par sa transformation en monarchie constitutionnelle. Nous n'avons pas cessé, de longues années durant, d'appeler à l'institution d'une démocratie, de vanter ses mérites, d'annoncer que l'édification du pouvoir sur des règles constitutionnelles est un signe de vigilance et de maturité des peuples, et une nécessité impérative dans ce siècle pour un pays qui veut organiser ses pouvoirs et délimiter les responsabilités de ses organismes, de déclarer que le meilleur genre de pouvoir, le plus rassurant pour l'équilibre et la stabilité et le mieux indiqué pour assurer le progrès et le développement, est le pouvoir qui offre au peuple les moyens de participation à la gestion des affaires publiques et au contrôle de l'action gouvernementale. Afin de réaliser l'édification d'un régime de monarchie constitutionnelle, nous avons créé un conseil constitutionnel chargé d'élaborer un projet de constitution pour le royaume, qui prend en considération les spécificités du Maroc, s'adapte à l'esprit de l'époque et garantit une collaboration entre le peuple et le gouvernement. Nous attendons qu'il accomplisse cette importante mission dans les délais fixés, afin que nous puissions présenter la Constitution à la nation. Abdelkrim Galab, qui fait état de cet important discours, n'en indique pas la date. Toujours est-il que le 7 décembre 1955, le roi Mohamed V prononça un discours dans lequel il parla de la nécessité d'instaurer une monarchie constitutionnelle fondée sur la séparation des pouvoirs, et qui pratiquera la consultation populaire dès que les conditions pourraient être réunies. Plus important encore, il a parlé de la nécessité d'instaurer un Conseil national consultatif, dont les membres sont nommés par le sultan lui-même et dont la présidence avait été confiée à Mehdi Ben Barka. Le siège de ce conseil était au pavillon de musique du palais de la Mamounia de Rabat. Mais, on ne comprend jamais la nature des enjeux politiques en présence si on ne prend pas en compte le bouillonnement des idées au sein de la classe politique marocaine à l'époque, les relations passablement compliquées entre une partie de cette classe politique et le Maghreb, et la carrure de plusieurs politiciens marocains qui réclamaient une évolution par trop rapide des institutions marocaines, politiques surtout. En 1958, Alal El-Fassi, 10 janvier 1910 au 19 mai 1974, le leader du parti de l'Istiklal, malgré sa proximité avec le palais royal, avait été l'auteur d'une déclaration qui avait provoqué beaucoup d'émoi au Maroc. S'agissant du roi Mohamed V, il avait déclaré «
Je vous donne ma parole que nous ne lui laisserons que les inaugurations de mosquées et que nous ne lui abandonnerons même pas les imams et les muezzins, dont nous ferons d'ailleurs un parti. » Quand on connaît l'intelligence politique d'Alal El-Fassi, on ne peut qu'être dubitatif face à une déclaration aussi fracassante et maladroite. Ceci est d'autant plus vrai que Mohamed V avait promis de faire du Maroc une monarchie constitutionnelle en dotant rapidement le pays d'institutions représentatives, à un moment où le parti de l'Istiqlal avait revendiqué le droit de constituer un ministère homogène. En octobre 1956, le ministère Becaye fut remanié et les postes les plus importants, l'intérieur, Driss Mohamedi, les affaires étrangères, Ahmed Balafrey, les finances, Abderrahim Bouabid, 8 portefeuilles sur un total de 14, revinrent ainsi à des membres de l'Istiqlal. De son côté, Mehdi Ben Barka, leader de la gauche du parti, se faisait élire président de l'Assemblée consultative. En mai 1958, la retraite de Becaye permit à Balafrey de former un ministère presque homogène avec 8 membres de l'Istiqlal et seulement 2 indépendants. Mais déjà les dissensions du parti laissaient présager une scission qui allait bouleverser les conditions de la vie politique marocaine. À l'époque, le Conseil national consultatif n'était qu'une solution, dans l'attente de la mise en place d'une assemblée constituante, promise par le roi Mohamed V. Mehdi Ben Barka prenait très au sérieux ses fonctions de président de l'Assemblée, mais sa conception socialiste du pouvoir n'était pas nécessairement celle de la monarchie. Il ne tardera pas à s'en rendre compte, et cela créera un fossé infranchissable entre lui et le roi Hassan II, dont il avait été le professeur de mathématiques quand ce dernier était encore prince héritier. Pour sa part, en 1958, le roi Mohamed V estimait que l'indépendance devait permettre au Maroc de réformer l'administration, de se doter de vraies institutions constitutionnelles et politiques adaptées aux nouvelles réalités du pays, de se doter d'un régime politique démocratique, de faire incarner la souveraineté nationale par le roi, d'édifier l'état de droit et la démocratie sur la base de l'islam, d'associer le peuple aux affaires de l'État, de réussir la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires et de consacrer les principaux droits et les libertés fondamentales. En même temps, le roi Mohamed V avait préconisé l'installation d'un conseil national par voie électorale. Mais ces décisions sont prises à un moment d'intenses activités politiques, quand le parti de l'Istiqlal manifestait une tentation hégémoniste particulièrement visible, son aile droite et son aile gauche soutenant des thèses incompatibles, quand ce même parti politique subit de dissensions qui ont conduit à la création de l'UNFP par des dissidents issus du vieux parti nationaliste et conservateur. Ce faisant, le 12 novembre 1956, l'ouverture de la première session du Conseil national consultatif allait donner l'ébauche du premier Parlement et anticiper sur une étape nouvelle de la démocratisation des institutions. La Charte royale de 1958 a tracé les étapes du programme constitutionnel en adoptant les principes de la séparation des pouvoirs, en garantissant aux citoyens les libertés fondamentales et en instituant la décentralisation, faisant de la commune la nouvelle cellule politique, économique et sociale à la base de l'édification juridico-administrative. Le 3 novembre 1960, un conseil constitutionnel de 78 membres a été créé par Sa Majesté Feu Mohamed V, avec pour mission d'établir les institutions démocratiques dans le cadre de la monarchie constitutionnelle tout en respectant les principes fondamentaux de l'islam et le caractère propre du Maroc. Malheureusement, les graves dissensions entre les leaders des partis politiques et le refus des représentants de l'UNFP, qui étaient partisans de l'élection d'une assemblée constituante, de siéger à ce conseil ont saboté cette expérience. En nous replaçant dans le contexte de la seconde moitié de la décennie 1950 et du début des années 1960, nous nous rendons compte que le Maroc vivait dans un climat politique très particulier. Ce contexte politique est celui d'un pays du tiers-monde, qui avait accédé à l'indépendance avec la grande spécificité de disposer d'une classe politique déjà prête à assumer les plus hautes responsabilités gouvernementales. D'ailleurs, très rares sont les pays du tiers-monde qui ont pu accéder à l'indépendance avec une telle richesse humaine. Il va sans dire que les cadres politiques du pays ne se comptaient pas par centaines, mais celles qui existaient étaient d'une grande valeur. Dès lors, une question se pose. Comment canaliser l'intelligence politique de cette intelligentsia aguerrie par les années de combat pour l'indépendance ?
La question est d'autant plus sensible qu'en ce milieu des années 1950, la classe politique marocaine était un capharnaüm idéologique dans lequel on retrouvait les monarchistes sincères, les monarchistes de façade et de pure circonstance, de vrais hommes de droite, de vrais hommes de gauche, des islamistes avant la lettre, des laïcs, des démocrates, des partisans du parti unique, l'Istiklal encore auréolé de sa lutte pour l'indépendance et encore épargné des démons de la division, etc. En d'autres termes, l'intelligentsia marocaine, encore faible par le nombre, brillait par sa compétence, son talent et sa volonté de se mettre au service de son pays. À l'époque, nonobstant les divergences politiques, la monarchie au Maroc n'était en rien concernée par les tribulations idéologiques et les convulsions politiques. Si on pouvait se poser des questions sur la place qui devait revenir à la monarchie dans un régime politique doté d'une constitution démocratique, aucune question ne se posait sur l'institution monarchique, qui fait l'objet d'une remarquable unanimité nationale. Cette dernière a été particulièrement visible au cours de la période qui précéda et suivit la déposition du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef en 1955, et son exil forcé en Corse et à Madagascar en 1953-1955. Pour connaître la richesse intellectuelle de cette classe politique marocaine d'avant l'indépendance, prenons connaissance du témoignage de Mohamed Masmoudi, ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Habib Bourguiba en Tunisie, sur certains de politiciens marocains qu'il a connus et fréquentés en France avant l'accession du Maghreb central à l'indépendance. Pendant la période épique, je militais à Paris avec les Bouabides, Youssefi, Ben Jelloun, Miswak, Alaoui, Bousseta, Ben Aboud, Khatib, Abdallah Ibrahim et bien des apostrophes. Autres encore. Avec Alaoui, que de terrain avons-nous couvert? Nous nous relayions dans les salles de rédaction des principaux journaux parisiens. Nous nous passions de bonnes adresses en vue d'élargir le cercle de nos amitiés et sympathies. Les hommes de foi et d'honneur nous enrichissaient de leurs expériences et conseils. Claude Bourdet, Jean Rousse, Pierre Cotte, Traîneau, Yves de Chezelle. Mauriac, Massignon, Isard, Charles-André Julien nous impressionnaient par leur qualité de cœur et d'esprit. Avant même l'accession du Maroc à l'indépendance, Abderrahim Bouabid, Abderrahmane Youssoufi, El Eddi Miswak, Moulay Ahmed Alaoui, Mohamed Bousseta, Ahmed Ben Aboud, Abdelkrim Al-Khatib et Abdallah Ibrahim ont joué un rôle politique majeur dans leur pays. Après l'indépendance, l'action de ces grandes figures de la vie politique marocaine a été à la fois sincère et constante. D'ailleurs, à des époques différentes, Abdallah Ibrahim et Abderrahmane Youssoufi, tous deux socialistes, avaient occupé les fonctions de Premier ministre. Abderrahim Bouabid, Moulay Ahmed Alaoui, Mohamed Bousseta et Abdelkrim Al-Khatib avaient été des ministres. El Eddi Miswak, un des fondateurs du Parti communiste, qui sera interdit et remplacé par le Parti du progrès et du socialisme, était l'un des médecins attitrés du roi Hassan II. Ahmed Ben Aboud a été un grand commis de l'État. Et malgré des relations difficiles qu'Abderrahim Bouabid et Abderrahmane Youssoufi ont eues à un moment donné de leur parcours politique avec le pouvoir central, toutes les personnalités citées ont travaillé avec le roi Hassan II, certaines ayant été d'une grande proximité avec lui, comme c'est le cas d'El Eddi Miswak, Moulay Ahmed Alaoui, Mohamed Bousseta et Abdelkrim Al-Khatib. Cependant, comment en pleine guerre froide, dans un pays doté d'une telle richesse humaine et culturelle, avec toutes les divergences idéologiques et politiques que cela suppose, était-il possible d'adopter rapidement une constitution? Pour répondre à la question posée, il conviendrait de signaler que l'hétérogénéité idéologique de la classe politique n'a pas favorisé le mouvement constitutionnel sous le roi Mohamed VI et, finalement, c'est l'avènement du roi Hassan II, le 26 février 1961 qui permettra au Maroc de faire son entrée dans l'ère constitutionnelle de manière concrète. L'évolution constitutionnelle n'a pu tenir ses promesses entre 1956 et 1961, parce que, à en croire l'historien Mati Mongib, Mohamed V, plutôt temporisateur que combatif, tient à ménager tout le monde en respectant les apparences d'une attitude impartiale envers les composantes de l'échiquier politique marocain. Mais, enfin politicien, il a toujours su satisfaire les passions immédiates de ses partenaires du mouvement national sans jamais accéder à leurs ambitions stratégiques. Il excelle dans l'art des compromis tournant souvent à son avantage.
Le fait de donner l'impression de faire des concessions arrange en quelque sorte ses partenaires car il leur permet de se justifier devant les cadres et les militants de leurs organisations politiques. Mohamed V semble suivre le proverbe arabe. Si tu es trop rigide, on te cassera, si tu es trop mou, on t'écrasera. Il opte pour la voie du milieu préconisée par Mahomet. Sa longue expérience avec les résidents généraux français lui apprend à louvoyer et à ne jamais décider à chaud. Il fait fi de ses propres états d'âme et comprend ceux de ses adversaires. Il fait usage du oui mais quand il pense mais non. De ce fait, il avait réussi la gageure de contenir les impatiences d'une classe politique en pleine ébullition, mais n'a pas eu le temps de lancer les travaux d'un chantier qui lui tenait à cœur, la transformation du Maroc en monarchie constitutionnelle. Le roi Mohamed V est mort prématurément le 26 février 1961. B. Implication personnelle du roi dans l'élaboration de la Constitution. Incontestablement, le roi Hassan II est le pionnier du constitutionnalisme marocain. L'un de ses principaux mérites réside dans sa capacité à dépasser les interminables débats et les sempiternelles querelles de personnes et de partis, pour créer les conditions qui allaient permettre au Maroc de se doter d'une constitution écrite, et de réaliser ainsi un vœu qui était cher au roi Mohamed V. Sa formation de juriste ayant une véritable prédilection pour le droit constitutionnel, l'a beaucoup aidé à faire du Maroc une monarchie constitutionnelle au sens moderne du concept. La Constitution du 7 décembre 1962 est un pont jeté entre l'histoire et l'avenir, dans la mesure où elle constitue la réalisation d'un souhait qui était cher au roi Mohamed V et représente en même temps une valorisation de la société marocaine, qui devait se prononcer sur son propre avenir, dans le cadre d'un contrat social le liant au trône alawite. Voici ce qu'avait dit le roi Hassan II lors du discours radiodiffusé du 18 novembre 1962. C'est dominé par la grande ombre de celui qui nous a tant aimés, pénétré de ses pensées et de son souvenir, que j'ai conçu et établi personnellement le projet de constitution du royaume que je vais maintenant soumettre à ton approbation. La constitution que j'ai construite de mes mains est avant tout le renouvellement du pacte sacré, qui a toujours uni le peuple et le roi, et qui est la condition même de nos succès. Dire avoir conçu et établi personnellement le projet de constitution du royaume signifie que le roi Hassan a assumé la lourde responsabilité sur un sujet fort sensible, celui de l'élaboration de la loi fondamentale du pays. De toute manière, c'est une responsabilité qui lui revenait de droit dans la mesure où il assumait les fonctions de chef de l'État, et que les mouvements politiques, extrêmement divisés, n'arrivaient pas à s'entendre sur la manière d'élaborer un projet de constitution. Bernard Kubertafon explique le rôle éminemment important du roi dans l'élaboration de la Constitution dans des termes dénués de tout équivoque. Et personne ne doute au Maroc que pas un mot, une ligne, voire une virgule de chaque version de cette Constitution n'ait été soupesée et voulue par Hassan II. De fait, avec l'aide d'experts de son choix, le roi a écrit et réécrit la Constitution. Cela signifie que dans la phase de préparation de la Constitution, c'est le roi Hassan II qui définit les orientations de celle-ci, ne sollicitant que l'expertise des juristes qui jouissent de sa confiance. L'une des meilleures preuves en est donnée par la dernière constitution rédigée sous le règne du roi Hassan II, celle du 13 septembre 1996. Le souverain avait eu recours à l'expertise du Premier ministre Abdelatif Filali, du conseiller royal Driss Slaoui, Abdessadek Rabia, alors secrétaire général du gouvernement, de Mohamed Moatassim, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agdal, de Driss Basri, professeur de droit public et alors ministre de l'Intérieur, mais aussi à celle des juristes français que sont Georges Vedel et Michel Rousset. Ces différentes personnalités étant d'une grande proximité avec le roi Hassan II, il est impossible de les imaginer en train de travailler sur des initiatives qui seraient défavorables aux intérêts de la monarchie, et donc du Maroc. L'implication personnelle du roi dans l'élaboration de la Constitution est une donnée fondamentale dans le système politique marocain. Quand on connaît le contexte politique de la fin des années 1950 et du début des années 1960, on comprend que même la conception du rôle dévolu à la très éphémère Assemblée constituante n'était pas le même pour le Palais royal et pour les tenants de la mise en place d'une assemblée indépendante,
aussi bien en ce qui concerne la nomination de ses membres que pour ce qui est de ses prérogatives propres. Or, avant la paralysie et la disparition de l'Assemblée constituante, et alors que celle-ci cherchait à clarifier son statut, le Makzen tenait à la contrôler en nommant ses membres, en s'attribuant un droit de regard sur la nature et le contenu de son règlement intérieur, étant entendu que le référendum est le mode d'approbation de la Constitution et que seul le roi dispose du pouvoir légal de demander l'avis du peuple par voie référendaire sur un sujet donné. Suite à l'échec de l'Assemblée constituante, le roi Hassan II et certains de ses proches avaient élaboré la Constitution qui allait être soumise au peuple par voie référendaire le 7 décembre 1962. Depuis, cette pratique prévaudra et pour Robert Kubertafon, la doctrine est dès lors fixée. Tout d'abord, le roi est l'auteur de la Constitution qui met en action, préserve et consacre son pouvoir suprême. Dans son message radio du 18 novembre 1962, Hassan II parle de la Constitution que j'ai construite de mes mains, et il se présentera toujours comme l'auteur-rédacteur des textes constitutionnels. Ensuite, ce pouvoir d'élaboration constitutionnelle résulte de la nature suprême du pouvoir royal. De plus, ce pouvoir de création constitutionnelle n'est pas ponctuel puisqu'il se prolonge dans des pouvoirs de suspension, d'abrogation, de modulation et d'interprétation constitutionnelle se fondant sur 3 puis 2 articles constants 19, 35 et 101 ex 102, des constitutions marocaines que l'on pourrait donc également qualifier d'éléments de base parce que touchant au pouvoir royal de la constitution marocaine immuable. L'élaboration de la constitution au Maroc repose donc sur l'initiative du roi. Cela étant, au gré de l'évolution politique et des réalités du pays, le roi révise la Constitution et chaque révision favorise les avancées de l'état de droit, même si à chaque fois, certains acteurs politiques, universitaires et observateurs parleront d'imperfections et de limites. En même temps, on doit prendre en compte le fait que le Maroc appartient à des ensembles régionaux dans lesquels aucun État n'avait fait mieux que lui. Dans ce monde africain, arabo-berbère et musulman des années 1960 aux années 1990, si l'on fait abstraction de la lointaine île Maurice. Ceci est d'autant plus vrai que dans le monde musulman et arabo-berbère, il est des pays qui ne se croient même pas obligés d'avoir une constitution. C'est le cas de l'Arabie saoudite. Après avoir rappelé que le Coran et la Sunna sont la seule constitution d'Arabie saoudite, la loi fondamentale confirme et étend les pouvoirs discrétionnaires du roi. Les autres régimes politiques du monde arabo-berbère et musulman sont encore porteurs de rigidités sociologiques et sociographiques qui les éloignent des réalités de l'état de droit, de la démocratie et donc du constitutionnalisme. En Afrique, terre d'ancrage du Maroc, que vaut une constitution et depuis quand en Afrique, la constitution a-t-elle été un label de démocratie et d'état de droit ? Quels ont été les États d'Afrique qui avaient été soucieux d'appliquer de façon sincère leur constitution, subissant de multiples tripatouillages ? Répondant à la question, en élaborant votre constitution, vous aviez quel objectif ? Question posée par Éric Laurent, le roi Hassan II avait déclaré justement « On me reproche de vouloir tout faire, tout régenter. » C'est faux. On établit une confusion entre le désir d'accaparement et l'autorité. Je suis d'un tempérament autoritaire mais pas dictatorial. J'aime seulement que les choses soient bien faites, au moment où il faut les faire. Dès lors, une question se pose. Comment le roi Hassan II concevait-il la monarchie constitutionnelle, lui le juriste qui connaissait bien les limites de l'universalisme, surtout en matière constitutionnelle et institutionnelle ? Il estime que chaque peuple a le droit de choisir la constitution et le modèle institutionnel qui lui conviennent le mieux, en tenant compte des éléments de sa sociologie et de son environnement national. Dans le cas de la monarchie constitutionnelle, il relève qu'on pense que sous ce régime, le roi règne mais ne gouverne pas. Les mots peuvent cependant désigner des réalités différentes, qu'il s'agisse par exemple des monarchies anglaises, suédoises, espagnoles, belges ou hollandaises. Chaque peuple a ses mœurs, ses croyances, ses idées. Il ne saurait exister une méthode de gouvernement universelle. Si nous nous en tenions à la signification précise des mots, une monarchie constitutionnelle est celle qui est basée sur une constitution, soumise au jugement du peuple qui l'a librement acceptée. Autrement dit, c'est la constitutionnalisation qui donne à la monarchie son caractère constitutionnel et fait d'elle une monarchie constitutionnelle.
Cette constitutionnalisation a non seulement pour but de déterminer la nature des institutions de l'État, mais également de limiter le pouvoir du chef de l'État. Dès lors, le roi Hassan II ramenait tout à la perception de l'État de droit et de la démocratie, mais aussi à l'esprit de la Constitution, refusant tout universalisme car selon lui, chaque pays a ses propres spécificités. Il est évident que la conception de la démocratie ne peut être et n'est pas la même à Londres, à Paris, à Stockholm, à Moscou, à New York, à Tokyo et à Rabat. Un système universel de gouvernement ne serait imaginable que si les hommes étaient partout semblables. Le peuple marocain sortait d'une longue nuit, et la volonté de Mohamed V était que la Constitution lui permît non seulement de survivre, mais de vivre, de se développer, de prospérer en paix. La prudence de mon père était grande, je l'ai dit. Aussi voulut-il d'abord instaurer une monarchie consultante. Peu à peu, il avait esquissé devant moi les grandes lignes d'un manifeste constitutionnel basé sur des principes réalistes, susceptibles de faire l'union de tous les citoyens et de désarmer les factions. Or, justement, ce sont les factions qui ont rendu impossible l'adoption d'une constitution écrite sous le roi Mohamed V, malgré la volonté du roi d'en doter le Maroc. Certains auteurs trouvent que l'élaboration de la Constitution par des spécialistes français et marocains sous l'égide du roi Hassan II est un procédé trop arbitraire, alors que les démarches entreprises avant n'ont connu que des échecs répétés, compte tenu des divergences d'intérêts apparues entre mouvements politiques eux-mêmes, dont certains n'avaient même pas eu l'intelligence et la patience d'attendre l'adoption de cette loi fondamentale pour crier haut et fort leur volonté de s'attaquer à l'institution monarchique pour la dépouiller de ses principales prérogatives. Si Alal el-Fassi, connu pour sa fidélité héréditaire au trône alawite, avait proclamé son désir de réduire les attributions du roi à la portion congrue, que pouvait-il en être d'un monarchiste tiède ou d'un antimonarchiste ? À plusieurs reprises, le roi Hassan II déclara devant le peuple marocain qu'il n'était pas forcé d'accorder un régime de monarchie constitutionnelle à son pays, mais qu'il l'avait fait quand même. À preuve, dans son discours radiodiffusé du 29 mars 1965, il avait martelé les propos suivants. « Si je n'avais pas souhaité pour toi le régime démocratique, je ne te l'aurais pas accordé, car aucun d'entre vous ne m'a obligé à le céder, mais c'est un point de rencontre entre nous deux par la sincérité de ta part et par une égale sincérité de mon côté. Cette anticipation permet d'éviter à l'autorité d'agir avant d'en être contrainte par les événements provoqués par un peuple impatient et en colère. » À ce propos, mais dans un autre contexte politique et historique, Louis San Marco, longtemps administrateur de colonies françaises d'Afrique, nous apprend ce qui suit. Quant à Gaston Defferre, il nous disait toujours « Ne vous laissez jamais arracher une réforme. C'est vous-même qui devez la prévoir et la préparer. Ensuite, vous devez savoir ce que vous devez lâcher et ce que vous ne lâcherez pas. Et vous le faites savoir. » C'est là une attitude que les Africains comprenaient. C'étaient là des mots qu'ils comprenaient, qu'ils admettaient. Or, on ne reste pas à la tête d'un État aussi complexe de 1961 à 1999, soit 38 ans, sans avoir une grande capacité d'anticipation, de méditation du passé et de prise en considération des enjeux et rapports de force politique en présence. Cela étant, chaque fois que le Maroc, de 1961 à 1999, se trouvera dans la nécessité de faire évoluer sa constitution pour tenir compte de telle réalité politique ou de telle autre, c'était toujours au roi Hassan II qu'en revenait l'initiative et l'explication pédagogique de celle-ci. Autant signaler qu'à chaque nouvelle constitution correspondait une nouvelle nécessité pour le pays, et à chaque fois, l'initiative en revenait au roi. Avant la constitution du 7 décembre 1962, cette modalité avait pour but la prise en considération les divergences profondes apparues au sein d'une classe politique aux idéaux et intérêts inconciliables. Par la suite, l'initiative royale sera fondée sur le texte constitutionnel lui-même. En même temps, il est curieux de noter que les plus prompts à accuser le roi Hassan II de s'être attribué les pouvoirs les plus importants évitent toujours la lecture des articles 104 et 105 du texte de la Constitution du 7 décembre 1960. Or, il s'agit d'articles très importants dans la mesure où ils nous apprennent que l'initiative de la révision de la Constitution appartient au Premier ministre et au Parlement, article 104,
et le projet de révision est arrêté en Conseil des ministres et doit faire l'objet d'une délibération des deux chambres du Parlement article 105. Cela signifie que le Premier ministre et les parlementaires disposent d'un important pouvoir en matière de révision constitutionnelle, même si dans les faits, on ne verra que la main du roi. En proposant la Constitution du 7 décembre 1962, le roi Hassan, tirant les leçons des expériences constitutionnelles avortées, voulait doter son pays d'une constitution écrite et le transformer en monarchie constitutionnelle. D'ailleurs, dans un article publié au journal Le Monde le 30 novembre 1962, Maurice Duverger, le célèbre constitutionnaliste français, avait écrit « Jusqu'ici, le Maroc était une monarchie absolue et libérale. Absolue, car tout dépendait du roi qui gouvernait par des ministères responsables devant lui seul, sans contrôle d'assemblées élues. Libérale, car l'opposition pouvait se manifester malgré certaines restrictions. Or, poursuit-il, le Maroc avait deux choix. Ou bien l'absolutisme l'emportant sur le libéralisme, on aurait abouti à une dictature royale, ou bien, poursuivant la voie du libéralisme, on aurait évolué vers une monarchie constitutionnelle. Mais, la constitution que propose Hassan II à l'approbation du peuple marocain par voie de référendum manifeste que le jeune souverain a choisi la seconde route, celle du libéralisme. Dès lors, il ne fait pas de doute pour Maurice Duverger que celui-ci se situe dans la ligne générale de l'évolution suivie depuis l'indépendance, et notamment dans le cadre de ce pluralisme politique, authentique, réel, qui fait l'originalité la plus profonde du système marocain par rapport au régime d'autres nations nouvelles. À ce sujet, le juriste français insiste sur le fait que le roi Hassan II ne s'était pas laissé tromper par le mirage des mots, et avait eu l'intelligence de renoncer à des proclamations solennelles et utopiques au profit d'un texte honnête et assez réaliste pour entrer dans les faits. Mais un dessein constitutionnel n'était pas des plus faciles à réaliser, compte tenu de la configuration de la classe politique marocaine. Ceci est d'autant plus vrai que, lors des élections législatives du 17 mai 1963, au lieu d'un parlement aux contours politiques bien définis, le Maroc se retrouva en présence d'une assemblée ingouvernable. Dans cette assemblée, on retrouvait 69 membres du Front pour la défense des institutions constitutionnelles, FDIC, 41 du Parti de l'Istiklal, 28 de l'UNFP, 6 sans appartenance politique, dont 4 allaient se rallier au FDIC déjà, et les 2 autres au Parti de l'Istiklal. Pour mieux saisir la complexité des enjeux politiques en présence, il conviendrait de noter que le FDIC était l'ancêtre des partis cocotte-minute ou partis de l'administration, et a été l'œuvre du grand stratège politique qu'était Ahmed Reda Guedira, ami et principal collaborateur du roi Hassan II pendant des décennies, que d'une plume alerte et vive, le docteur Belkacem Bellouchi présente sous les traits du Talleyrand marocain, des relations d'amitié qui le liaient au prince Moulay Hassan, futur Hassan II un homme tourmenté entre la fidélité et l'ambition inavouée, si ce n'est ceux du courtisan florentin ou du Machiavel de choc, qui vivra plus 50 ans dans le sérail du palais. Lui l'influx conseiller royal dont l'influence était déterminante sur le roi à certaines époques. De la même manière, on apprend que tous les conseillers ne sont pas égaux dans le poids qu'ils exercent sur les décisions royales. L'exemple marocain est révélateur. Il montre justement qu'au cabinet royal, il y a toujours eu un conseiller influent qui disposait de plus de pouvoir que les autres. Ce privilège provient certes de la confiance du chef de l'État, mais en particulier de la proximité. En fait, la faculté de dialoguer avec le souverain plusieurs fois par jour propulse le bénéficiaire au sommet du cabinet royal. Tel a été le cas de Reda Guedira, qui a été au centre des décisions importantes en politique étrangère et au cœur des grandes initiatives diplomatiques. Ceci est d'autant plus vrai que les observateurs parlaient du système Hassan de Guedira. Mais, Ahmed Reda Guedira ne conseillait pas le roi Hassan II uniquement sur les questions de diplomatie, mais sur tous les grands dossiers. Au surplus, parmi les alliés du FDIC, créé donc par Ahmed Reda Guedira dans le contexte politique marocain très particulier du début des années 1960, on retrouve d'autres mouvements politiques connus pour leur grande fidélité envers le palais royal. Le mouvement populaire, MP, de Majoubi Aherdan, le Parti démocratique et de l'indépendance, PDI, de Mohamed Hassan El-Ouazani, etc. Mais, au cours de l'élection législative du 17 mai 1963,
6 ministres en exercice avaient été battus par des personnalités de l'opposition, et le FDIC eut toutes les peines du monde à garder un semblant de cohésion et d'obtenir la majorité absolue. Qu'un complot contre le roi soit découvert en juillet 1963 et soit attribué à l'UNFP, alors dirigé par Mehdi Ben Barka, n'avait fait qu'alourdir un climat politique déjà très difficile et pénible. En même temps, le FDIC était rongé par les démons de l'insubordination des parlementaires envers les instances de la coalition, et par le manque de cohésion et de solidarité entre les partis membres de ce regroupement. Du reste, on assista à l'incapacité du gouvernement dirigé par Ahmed Banini, un ami personnel du roi Hassan II, un gouvernement formé le 13 novembre 1963, remanié le 20 août 1964 et dissous le 3 novembre 1965, était dans une incapacité de trouver une majorité cohérente au Parlement. Début 1965, à 2 reprises, ce gouvernement s'était trouvé en grande difficulté parce que mis en minorité au Parlement sur des sujets qui n'étaient pas d'un intérêt particulier. Au lieu d'orienter les débats vers de vrais projets de société, les parlementaires en étaient réduits à des confrontations régionalistes à l'utilité douteuse, dans ce pays anciennement divisé en Maroc utile et Maroc inutile, en Bled Magzen, territoire soumis à l'autorité de l'État, et en Bled Siba, territoire de la rébellion. Pourtant, dans le gouvernement dirigé par Ahmed Banini, on retrouvait des personnalités politiques proches du roi Hassan II, Ahmed Reda Guedira, Abdelhadi Boutaleb, Driss Slaoui, Majoubia Erdan, Youssef Ben Abbès, Mohamed Benima, Moulay Ahmed Alaoui, détenteur du record national de la longévité ministérielle, le général Mohamed Oufkir, le très controversé maréchal Mohamed Méziane Zeraoui qui est illustra lors de la guerre du Rif, 1921 à 1926, du côté espagnol, contre le Maroc. Or, le premier président du Parlement marocain, 1963 à 1965, n'est autre que le docteur Abdelkrim Al-Khatib, un magzénien parmi les plus fidèles au trône alaouite, et dont on retrouve le nom notamment sous la plume du politologue marocain Mohamed Tauzi. Les légistes au service du prince, notamment Ahmed Moatassim, se demandent à juste titre si le docteur Al-Khatib, que on retrouvera plus tard au centre des tractations politiques entre islamistes modérés et pouvoir, avec le soutien de Halal El-Fassi, à l'origine de l'introduction dans la Constitution du titre de commandeur des croyants, se doutait de sa signification, au moment où la Constitution de 1962 était en chantier, s'il en avait mesuré les conséquences sur le devenir de la vie politique marocaine. Était-il conscient qu'il venait d'inaugurer une nouvelle voie dans la doctrine constitutionnelle du Royaume du Maroc? Le mouvement populaire, démocratique et constitutionnel, MPDC, est créé à la suite d'une scission au sein du mouvement populaire en 1967. Le docteur Al-Khatib, qui en est le secrétaire général depuis cette date, est l'une des figures de proue de l'armée de libération, dont il est aussi le délégué général. Proche du palais par sa mère, ami intime de la reine-mère. Al-Khatib est l'un des principaux animateurs de l'opposition anti-Istiklal en 1956 à 1959. Il a de solides amitiés avec toutes les classes politiques arabes et musulmanes, ce qui fait de lui un émissaire de choix qui circule souvent entre Alger, Khartoum et Riyad. Le docteur Abdelkrim Al-Khatib, 1921 à 2008, conservera sa fidélité à la monarchie. Qui plus est, à l'époque, l'opposition était très virulente, toujours porteuse de nombreuses idées politiques et de projets socio-économiques de plus en plus audacieux. Or, pendant que l'opposition faisait valoir ses idées et que les partis de la majorité parlementaire se montraient dans l'incapacité de faire preuve de cohésion, c'est le roi Hassan II en personne qui prêchait la modération au sein de la classe politique. C'est lui qui parlait des nécessités de l'unité du pays et de l'union de la classe politique, abstraction faite du positionnement politique des uns et des autres et de leurs idéologies respectives. En 1965, le mouvement constitutionnel marocain allait connaître un coup très rude. En effet, du 22 au 23 mars 1965, à Casablanca, une grève de lycéens avait été détournée de son objet, puisque le centre de la ville avait été mis à sac par des bandes de voyous et de chômeurs venus grossir une manifestation de lycéens. La police débordée, l'ordre avait dû être rétabli par les chars du général Oufkir, mais il y avait eu sans doute une centaine de victimes.
Ne tirant aucune leçon de ces événements, la classe politique marocaine ne voulait pas reconnaître que l'apaisement s'imposait. De ce fait, elle s'enferma dans ses querelles improductives, ne tenant pas compte des efforts fournis par le roi Hassan II pour se montrer clément envers nombre de prisonniers politiques. Mais, la situation était restée figée. Après un long temps de réflexion, le 7 juin 1965, le roi Hassan II décida de recourir à l'article 35 de la Constitution du 7 décembre 1962. Quelle est la particularité de cet article, qu'on qualifie de clé de voûte de la Constitution marocaine, et qui s'inspire de l'article 16 de la Constitution française du 4 octobre 1958 ? Pour saisir sa spécificité, il suffirait d'exposer sa teneur. Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée, ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le roi peut, après avoir consulté les présidents des deux chambres et adressé un message à la nation, proclamer par décret royal l'état d'exception. De ce fait, il est habilité, nonobstant toute disposition contraire, à prendre les mesures qu'impose la défense de l'intégrité territoriale et le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles. Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation. Donc, en application de cet article 35 de la Constitution du 7 décembre 1962, le roi Hassan II proclama le redouté état d'exception. Le roi juriste Maurice Duverger, ou au roi constituant, Robert Kubertafond devait expliquer les raisons de sa décision, compte tenu des effets qui n'allaient pas manquer d'en découler. Devant l'impossibilité de constituer un gouvernement d'union nationale et de dégager une majorité parlementaire, nous nous sommes trouvés en présence de deux options. Rester fidèle aux vertus de la démocratie, ou nous résigner au maintien d'un système parlementaire qui n'a donné lieu qu'à des discussions stériles. Surtout quand le roi était intimement convaincu que des élections législatives anticipées n'engendreraient pas un parlement moins divisé ni plus cohérent. Au cours de l'état d'exception, le parlement n'était pas dissous, mais c'est le roi Hassan II qui exerçait à la fois les pouvoirs législatifs et exécutifs. Dans certains ouvrages écrits sans véritable travail d'investigation sur la proclamation de l'état d'exception, le roi Hassan II est présenté sous un jour très sombre et donc injuste. Il est présenté sous les traits d'un souverain qui ne cherchait qu'à décapiter la classe politique nationale, pour mettre la main sur tous les pouvoirs. Or, la Constitution du 7 décembre 1962 avait déjà doté l'institution royale d'importantes prérogatives, et celle-ci n'avait pas besoin de rechercher d'autres pouvoirs par des voies détournées et contestables. Le roi Hassan II était parfaitement conscient des problèmes institutionnels et politiques suscités par l'état d'exception, surtout à un moment où il avait à cœur de stabiliser un pays dont la population est connue pour son caractère frondeur et pour ses révoltes du passé. Incontestablement, Jacques-Benoît Méchain était un des rares experts qui pouvaient se prévaloir d'avoir une connaissance réelle du roi Hassan II. Il estime, s'agissant du souverain précité, qu'on est en présence d'une tâche exténuante quand on songe qu'elle a été exécutée par un jeune homme seul, obligé de tout tirer de lui-même, de prendre toutes les décisions et d'assumer tous les risques, sans rien d'autre pour le guider que l'exemple de son père et son propre jugement. Si son gouvernement a revêtu un caractère autoritaire et personnel, cela tient bien moins aux facilités qu'apporte le fait de commander seul qu'à l'incapacité du Parlement à suivre le rythme que l'accélération de l'histoire imposait aux événements. Pourtant, comme son nom l'indique, l'état d'exception ne pouvait durer toujours. Les témoignages recueillis par Jacques-Benoît Méchain auprès du roi Hassan II permettent de percevoir sous un nouveau jour l'état d'esprit du souverain sur un certain nombre de sujets cruciaux. Dans cet ordre d'idées, le témoignage du roi sur l'état d'exception de 1965 à 1970 vaut d'être connu car il permet de relativiser toutes les idées reçues sur la conception du souverain sur le phénomène du pouvoir lui-même. Bien que la mise en sommeil de l'Assemblée législative ait été une nécessité et ait sans doute permis de beaucoup faire avancer les choses, il ne faudrait pas croire que j'ai pris la décision de dissoudre le Parlement de gaieté de cœur. J'aurais bien préféré pouvoir m'appuyer sur lui. Quoi que je fasse, l'absence d'institutions parlementaires m'expose à des critiques faciles, à l'accusation de vouloir instaurer au Maroc un régime antidémocratique, réactionnaire et féodal.
Or ceux qui me connaissent savent que rien n'est plus éloigné de ma pensée. Faut-il toujours douter de la sincérité du roi Hassan II pour être crédible? La question se pose à un moment où certains observateurs ne peuvent jamais s'empêcher d'être sceptiques, quelle que soit la nature des déclarations faites par le souverain. Or, quand on connaît l'énergie que le roi a déployée au service du développement institutionnel et socio-économique du Maroc, avec des moyens inexistants, on est appelé à relativiser certaines critiques qui sont faites à son égard. D'autres chefs d'État nettement moins critiqués que lui et à la tête de pays beaucoup plus riches ont fait moins pour leur pays que lui. De ce fait, on ne peut pas douter de la sincérité de son jugement quand, à Jean Lacouture, il fit part de la remarque suivante: « Je préférerais toujours mon pays à mon trône. » Quand on a vécu sans interruption au Maroc au cours des 13 dernières années de la vie du roi Hassan et des 6 premières années du règne du roi Mohamed VI, on ne saurait ne pas prendre au sérieux une telle déclaration. Le 7 juillet 1970, le roi Hassan II mit fin à l'état d'exception. Dans son discours du 8 juillet 1970, il avait déclaré: « Nous voulons mettre un terme à l'état d'exception qui ne saurait être une règle générale et présenter le nouveau projet de constitution qui sera soumis au référendum. » En effet, l'état d'exception ne pouvait durer indéfiniment. Le roi Hassan II savait qu'il fallait que le Maroc retourne rapidement à une vie politique et institutionnelle normale, même si aucun délai n'a été fixé par la Constitution et imposé au roi sur la durée maximale de l'état d'exception. Avant de proclamer la fin de l'état d'exception le 7 juillet 1970, le roi du Maroc avait élaboré une nouvelle constitution, celle du 31 juillet 1970, que le ministre Driss Basri avait qualifiée de constitution de transition. L'élaboration de la constitution du 31 juillet 1970 avait été l'œuvre du roi Hassan II, pendant que le Parlement et le Premier ministre n'avaient pas pris toute la mesure des blocages résultant de l'application de la Constitution du 7 décembre 1962. Plus tard, le roi Hassan II affirmera: « J'ai pu fortifier mes connaissances juridiques, notamment en droit constitutionnel. Je ne prendrai pas mon stylo pour rédiger de bout en bout une constitution, mais il me suffit de la lire 2 fois pour savoir si elle est bonne et déceler ses faiblesses. J'ai su quel est le poids réel du stylo entre les mains d'un Premier ministre. Si le stylo est employé de manière inopportune, ça peut mener loin. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont poussé à faire une constitution. » De fait, en 1970, c'est le roi Hassan II qui est à l'origine du projet de révision de la Constitution, et c'est également lui qui détermine les matières sur lesquelles celle-ci doit s'opérer et dans quelles limites précises. La Constitution du 31 juillet 1970 est porteuse de nouveautés en matière de révision constitutionnelle puisque désormais, l'initiative de la révision de la Constitution appartient au roi, article 97. Cependant, la Chambre des représentants peut, à la majorité des 2/3 des membres la composant, proposer au roi la révision de la Constitution, article 98. Autrement dit, non seulement l'initiative royale en matière de révision de la Constitution a été inscrite dans la Constitution dans un souci de clarification, mais le Parlement est aussi compétent dans le même domaine. Cependant, la prérogative du Parlement en la matière se définit par les propositions qu'il est autorisé à faire au roi. Cette modalité, qui consacre la suprématie du roi en matière de révision constitutionnelle, rappelle le débat qui avait eu lieu à l'époque de l'Assemblée constituante, débat qui avait incité Ahmed Reda Guedira à déclarer au cours de la conférence du 19 novembre 1962 que la monarchie est détentrice du pouvoir suprême et au Maroc, seul le roi a ce pouvoir suprême. Ni avant le protectorat, ni pendant le protectorat, ni après ce protectorat, ce pouvoir n'a été contesté à Sa Majesté. La Constitution du 31 juillet 1970 a été critiquée, accusée qu'elle était d'avoir renforcé les pouvoirs du roi. En même temps, au Maroc, de graves événements eurent lieu. Le 10 juillet 1971, le général Mohamed Medbou, le colonel Mohamed Ababou et des cadets de l'école des sous-officiers d'Aher Moumou, visiblement trompés, avaient tenté de renverser le roi et la monarchie. Le 16 août 1972, c'était le général Mohamed Oufkir, alors ministre de la Défense, qui à son tour était l'auteur d'une tentative de coup d'État. Il avait tout fait pour abattre en l'air l'avion qui transportait le roi Hassan II.
Cela signifie que le climat politique au Maroc était surchauffé, et que la fin de l'état d'exception n'avait pas calmé tous les esprits. Toujours est-il que le climat politique n'était pas assaini au lendemain de l'adoption de la Constitution, du 31 juillet 1970. Ce qui rendait nécessaire l'adoption de la Constitution du 15 mars 1972. En 1972, la position et l'action du roi Hassan II en matière constitutionnelle sont d'autant mieux affirmées que le discours royal du 17 février 1972 devait rappeler d'abord celui du 4 août 1971, qui explicita la conception du souverain à la fois du pouvoir et de la répartition des responsabilités et où il annonçait un programme d'action qui s'articule autour de 4 points. 1. La réforme de l'administration. 2. La répartition des ressources nationales conformément au socialisme défini par l'islam. 3. L'instauration d'une justice équitable. 4. La simplification au maximum des procédures administratives. L'initiative royale de soumettre à référendum un projet de constitution devait mettre fin à la situation politique qui prévalait sous l'égide de la Constitution du 31 juillet 1970, généralement schématisée par les partis de l'opposition comme un moyen de revenir pratiquement sur les concessions accordées en 1962. Certains ont même avancé qu'il s'agissait d'une sorte de légalisation de la situation qui caractérisait l'état d'exception, depuis juin 1965. Dans son discours du 17 février 1972 annonçant au peuple marocain la nécessité d'adopter une nouvelle constitution, le roi Hassan II, à qui revient seule l'initiative de la révision de la Constitution depuis 1970, déclara vouloir faire vraiment évoluer le Maroc vers plus de démocratie, une démarche qui nécessite notamment l'élargissement des prérogatives des pouvoirs exécutifs et législatifs. Le gouvernement disposera de tous les moyens nécessaires à exécution des instructions, des orientations et des directives. Ainsi, aucun gouvernement ne pourra invoquer comme excuse l'absence de moyens d'action. Et si dans le passé, les attributions du Parlement étaient limitées, nous entendons les voir accrues pour être conformes à l'esprit de 1972. Tu pourras ainsi, cher peuple, contrôler à travers tes représentants, l'action gouvernementale dans des domaines vastes. En la matière, le roi Hassan II avait posé des questions fondamentales au cours du même discours du 17 février 1972. Pourquoi donc les pouvoirs resteraient-ils enchevêtrés ? Pourquoi laisser à certains rouages de l'État la possibilité de se cacher derrière l'alibi de l'irresponsabilité ? Pourquoi les représentants de la nation resteront-ils à l'écart de certaines activités ? Pourquoi demeurons-nous dans cet état, alors que nous sommes animés de bonnes intentions ? Ces questions trouveront des réponses à travers la Constitution du 15 mars 1972, qualifiée de Constitution d'ouverture, et surtout de Constitution de la relance du processus démocratique, et même de Paris sur l'avenir. Le politologue Omar Bendourou parlera de l'instauration de la démocratie royale, et de la mise en place du processus de démocratisation. En effet, la Constitution du 15 mars 1972 est un témoignage du pragmatisme hassanien, et quand elle a été adoptée, le Maroc n'avait pas encore connu la tentative de putsch du 16 août 1972. Néanmoins, le roi Hassan II, qui préférait agir par anticipation pour ne pas subir les événements, tenait à une réconciliation entre le Maroc et sa classe politique, surtout à un moment où l'affaire du Sahara n'allait pas tarder à entrer dans une nouvelle phase avec la création, le 10 mai 1973 à Zouérate, Mauritanie, du Front Polisario, par El Wali Mustafa Sayed, 1948 à 1976, ancien étudiant à Université Mohamed V de Rabat, un Marocain, ancien militant au sein de l'Union nationale des étudiants du Maroc, UNE-M, une des pépinières de la classe politique marocaine, également ex-militant du Parti communiste marocain. Le roi Hassan II arrivera à créer les conditions de l'apaisement politique du pays autour de l'affaire du Sahara, en impliquant presque tous les partis politiques du pays dans cette affaire nationale, même s'il y aura des réserves de l'Union nationale des forces socialistes, USFP, sur la manière dont le dossier du Sahara avait été géré par le Magzen. Le 6 novembre 1975, le Maroc réussit le grand pari de la Marche verte,
une opération très bien organisée au cours de laquelle 350 000 Marocains sans armes et brandissant le Coran franchirent la frontière artificielle qui séparait le Maroc de sa partie occupée par l'Espagne depuis 1884. Habile stratège et tacticien, le roi Hassan II avait compris que l'euphorie suscitée par la réussite de la Marche verte était l'occasion pour procéder à une large ouverture politique, nommant 2 membres de partis d'opposition à 2 postes de ministres, dans les gouvernements du 10 octobre 1977, du 27 mars 1979 et 30 novembre 1983. La révision de la Constitution des 23 et 30 mai 1980 a porté sur l'âge du prince héritier, sur les conditions de son accession à la fonction royale au regard de son âge, et sur le Conseil de régence. La modification apportée à la Constitution adoptée par référendum les 23 et 30 mai 1980 a touché les dispositions relatives à la majorité du prince héritier et son accès à la fonction royale, et celles relatives à l'organisation du Conseil de régence et aux conditions d'exercice de ses attributions. Par ailleurs, la révision modifiait la durée du mandat de la Chambre des représentants, la durée des fonctions de son président ainsi de la durée des fonctions des membres de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême nommés par Daïr. L'accession au trône du prince héritier et les conditions d'exercice des responsabilités qui sont celles du chef de l'État constituent, à l'évidence, des questions fondamentales sur lesquelles les individus, simples citoyens, comme responsables politiques, peuvent avoir et ont nécessairement une opinion. Mais on peut avancer que celle-ci ne relève pas de la confrontation politique au même titre que celle qui s'exprime à l'égard des règles et des organes qui sont au centre du régime politique. C'est pour cette raison qu'il nous semble justifié de qualifier de réaménagement technique la révision de mai 1980 portant sur l'article 21 de la Constitution. Depuis la Constitution du 7 décembre 1962, il était stipulé que le roi est mineur jusqu'à 18 ans accomplis. Article 21. À la suite de la révision constitutionnelle de mai 1980, le roi est mineur jusqu'à 16 ans accomplis. Article 21. Ce n'est donc pas une simple question d'ordre technique puisqu'il s'agit de la condition d'âge qui permet au prince héritier d'accéder à la fonction de roi. En 1992, le Maroc décida, sous l'impulsion du roi Hassan II, de faire évoluer sa constitution pour tenir compte des craquements de la société internationale après la disparition des régimes politiques communistes de la carte du monde. La fin de la guerre froide incita le Maroc à consolider les bases de l'état de droit et de la démocratie. Dans son discours au peuple en date du 20 août 1992 annonçant l'adoption de la Constitution du 4 septembre 1992, le roi Hassan II avait cité certaines des bases de celle-ci dans les termes suivants. Premièrement, l'octroi au gouvernement d'une plus grande responsabilité de sorte qu'à l'épreuve, il sera félicité ou décrié. Deuxièmement, l'octroi à tes élus du moyen juridique et objectif pour contrôler le gouvernement, l'encourager à poursuivre son œuvre ou demander à mettre un terme à son action. Troisièmement, en dépit de ce qui précède, ton serviteur, ton souverain, demeure le garant du fonctionnement équilibré et satisfaisant des différentes institutions. Le roi Hassan II restait donc maître du jeu constitutionnel, institutionnel et politique, et ce d'autant plus que dans la Constitution du 4 septembre 1992, il inscrit au préambule de celle-ci une disposition révolutionnaire. Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Autant signaler que la reconnaissance par le Maroc de l'universalité des droits de l'homme constitue une avancée majeure. Cependant, le roi Hassan II n'avait pas attendu l'adoption de la Constitution du 4 septembre 1992 pour faire évoluer le Maroc vers plus de démocratie. En effet, par le Daïr numéro 1-90-12 du 20 avril 1990, le roi Hassan II avait créé le Conseil consultatif des droits de l'homme, CCDH. Par la suite, par le Daïr du 10 avril 2001, le roi Mohamed VI réorganisa cette institution de protection et de promotion des droits de l'homme tels qu'ils sont acceptés universellement. Le CCDH est placé sous l'autorité du roi et a une mission de consultation, de proposition et d'impulsion.
Dans le discours qu'il prononça le 8 mai 1990 lors de l'installation du CDDH, le roi Hassan II avait déclaré que celui-ci était placé directement, sous notre autorité, afin de lui assurer le plus grand prestige. Au surplus, le CCDH est présenté comme une entité qui recherche le plus haut degré de probité morale et intellectuelle dans ses avis et propositions et se montre objectif et impartial dans ses démarches et analyses, ferme et exigeant face aux violations des droits de l'homme. En d'autres termes, le Maroc avait fait un pas significatif en direction de l'état de droit et de la démocratie. Mais le roi Hassan II estimait toujours que selon les exigences et réalités du moment, il fallait procéder par dose homéopathique, de manière constante pour permettre au Maroc d'être en phase avec son époque. Le jour avant l'adoption de la Constitution du 4 septembre 1992, le roi Hassan II, plus réaliste et clairvoyant que jamais, avait déclaré « Depuis la rédaction de la précédente Constitution, la notion des droits de l'homme est devenue l'un des piliers du droit international. Le Maroc en prend acte. » Au lendemain de la conclusion du traité de Fès du 30 mars 1912 instaurant le protectorat français, le maréchal Louis-Hubert Lyautey 1854 à 1934 a été le premier résident général de France au Maroc, et ce, de 1912 à 1925, avec une interruption de décembre 1916 à mars 1917. Tout en partant du principe selon lequel gouverner, c'est prévoir, tenant compte du rôle de la pluviométrie dans l'agriculture et donc dans la gouvernance au Maroc, il avait tiré une conclusion qui est restée d'actualité dans son ancien pays de résidence, qu'il avait l'habitude de diviser en Maroc utile et en Maroc inutile. Au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir. C'est un avis que partageait le roi Hassan II, qui avait jugé nécessaire et réaliste de faire des données agricoles une des bases de la loi des finances. Dès lors, le vote de cette dernière, lors de la session parlementaire de printemps, période de culture, lui paraissait mieux approprié que lors de la session d'automne. La révision constitutionnelle du 15 septembre 1995 avait permis de faire face à cette modalité technique. Dans son discours du 20 août 1995, et en vertu de l'article 97 de la Constitution, le roi Hassan II avait évoqué la nécessité d'adopter un amendement constitutionnel prévoyant que le vote de la loi de finances ait lieu non plus au terme de la session parlementaire d'octobre, mais désormais à la fin de la session d'avril. Après la révision constitutionnelle du 15 septembre 1995, le roi Hassan II lança son dernier chantier constitutionnel, la Constitution du 13 septembre 1996. Il en fit part au peuple marocain une année auparavant, dans son discours du 20 août 1995. Dans le discours précité, il affirma notamment la nécessité de mettre en place un parlement bicaméral, et il avait exhorté les Marocains à bien réfléchir dès à présent, à un référendum d'une très grande importance qui touchera le fond même de la Constitution et du système représentatif marocain. De ce fait, le peuple devra approuver un amendement constitutionnel instaurant le système bicaméral. Nous aurons une chambre des représentants et une sorte de Sénat, une autre chambre dont nous choisirons le nom le moment venu. Autant signaler que pour le roi Hassan II, il ne faisait guère de doute que dans l'absolu, la deuxième chambre donnera à la décentralisation sa véritable signification. Nous verrons les régions émettre leur point de vue, rectifier les erreurs, formuler les aspirations. Une saine émulation s'instaurera alors entre les deux chambres. In fine, l'évolution constitutionnelle sous le roi Hassan II a été graduelle, par souci de réalisme et de pragmatisme. Cette évolution devait tenir compte des nécessités d'affirmation de l'état de droit. Ceci est d'autant plus vrai qu'on retrouvera la même démarche dans l'œuvre constitutionnelle du roi Mohamed VI, dont la première constitution adoptée sous son ère, celle du 1er juillet 2011, accentue l'ancrage du Maroc dans l'état de droit et dans la démocratie, même si certains ont parlé d'imperfections et de limites. 2. L'onction populaire par voie référendaire. Sous le roi Hassan II, comme d'ailleurs sous le roi Mohamed VI, le Maroc n'a adopté aucune constitution sans l'approbation populaire. Il est vrai que, sur le plan technique, il est impossible d'associer tout le peuple à la rédaction d'une constitution. Et même en cas d'élection d'une assemblée constituante, les problèmes ne sont pas réglés pour autant, compte tenu des divergences d'intérêts des mouvements politiques.
Mais chaque fois que le roi envisage une révision constitutionnelle, même technique, il en appelle au peuple. Une longue explication pédagogique est donnée au peuple pour l'inciter à voter massivement pour la nouvelle constitution. Lors de la conférence de presse du 13 décembre 1962, le roi Hassan II avait déclaré « Cette constitution, et je tiens à le répéter, ce n'est pas une constitution octroyée. Je crois qu'il est inutile que je m'engage dans un cours de philosophie car il suffit de recourir à un dictionnaire français, ni dans un cours d'explication de droit constitutionnel. Une constitution octroyée est celle qui devient une obligation à tous à partir du moment où elle est scellée, où elle est promulguée sans consultation ni directe ni indirecte de la population. » Du reste, au cours de la même conférence de presse du 13 décembre 1962, le roi Hassan II avait été très explicite. Une constitution non octroyée, c'est la constitution marocaine. Car elle a permis au roi de poser la question à toutes les femmes et à tous les hommes en état de voter. Êtes-vous, oui ou non, d'accord avec ce que je vous propose ? Le choix que je leur faisais ainsi avait une alternative. Oui, la constitution est acceptable, non, on la refait. Mais jamais le principe, ni de la monarchie, ni de la personne qui représente la monarchie n'a été mis en cause, ni par le référendum, ni par ceux auxquels s'est adressé le référendum. Nous retrouvons cette liberté de choix laissée au peuple marocain au cours de chaque révision constitutionnelle. Le souci majeur ne consiste pas à en dresser une liste exhaustive. Dès lors, il suffira de rappeler quelques autres discours du roi Hassan II, dont celui du 20 août 1992, quand s'adressant au peuple marocain, il avait déclaré « Bien évidemment, tu es libre de dire oui ou de répondre par non. Mais j'attends de toi que tu répondes par oui. » La même exhortation est faite par le roi Hassan II dans son discours du 3 septembre 1992. Je t'ai appelé à voter oui au projet de constitution car tu sais combien je suis attaché jalousement à ton bien-être et combien je veille sur ton présent et à quel point je suis soucieux de ton avenir. Tu sais aussi, Dieu m'est témoin, que je t'aime plus que moi-même, plus que ma petite famille, étant donné que la durée de mon règne dans la vie qui m'est impartie par Dieu se fond dans les services rendus à ta pérennité, et ma joie découle de la tienne depuis que tu existes et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Or, on sait que d'autres pays africains, arabo-berbères et du monde musulman n'attachent pas autant d'importance à la vie du peuple. Le discours prononcé par le roi Hassan II le 20 août 1995 est basé sur le même appel lancé au peuple pour accepter la nouvelle constitution proposée par le souverain. Je suis convaincu que, comme à l'accoutumée, nous serons, cher peuple, en parfaite symbiose lors de cette consultation. Nous constatons au demeurant que notre pays était toujours au diapason de nos aspirations. Et j'espère, cher peuple, que tu répondras oui à bord en signe de confiance dans ce que je te propose. Ces appels à l'acceptation de la Constitution par le peuple marocain est le témoignage vivant de ce que celle-ci n'est jamais imposée de force à la nation marocaine, mais qu'au contraire, cette dernière a toute liberté pour l'adopter ou pour la rejeter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.